Salut les gars, comment vous allez? Aujourd'hui, c'est dingue, c'est la dernière journée pour moi avant de partir au CDF. J'imagine que la plupart d'entre vous partent soit demain, soit vendredi aussi. Quoi de neuf? Et surtout, alors je suis en retard, je suis désolé, je suis en retard, je vais essayer de rattraper, on va rester au moins jusqu'à 20h30 ensemble. Mais surtout, bah, est-ce que vous avez des appréhensions? Comment vous vous sentez? Parce que là, ça y est, c'est fini maintenant. Là, normalement, tout est prêt et c'est juste, il faut s'y rendre, quoi. Ça va, Firehawk, ça va, NLP? Merci beaucoup, Aube, c'est gentil. Salut, Bûche. Salut, Guillaume. Guillaume. Désolé. Salut, Sky Show, salut tout le monde. Ici, ça part vendredi matin. Vendredi matin, c'est un bon horaire aussi, sachant que c'est proche de Paris, donc c'est pas très loin de chez toi. Vous avez tous des groupes avec qui y aller? Je sais qu'il y en a, ils y vont genre en mode A2 ou même seul. J'espère que vous pourrez rencontrer des gens sur place. Des fois, ça sert aussi à lier, hein, ce genre d'événement. Ça va être incroyable, j'ai tellement hâte. Aujourd'hui, on va essayer de voir pour deux trois petits trucs de dernière minute. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, discuter de sujets X ou Y, ou même de decklist, de quoi que ce soit en fait, hein, juste essayer d'aider un maximum, et bien rigoler, et peut-être essayer de discuter de ce qu'on pense qui va gagner aussi. Je sais que beaucoup de gens vont avoir la même opinion parce qu'il n'y a pas 30 000 decks. Mais je pense que différents decks ont différents points pour eux, on va dire. Ça arrive à midi, donc c'est cool. C'est à peu près l'heure où commencent les side events, non? Midi 13h, non? Le Gab, j'attends toujours une dernière carte avant de rentrer ma liste sur Neuron. Je pars vendredi matin. Ça marche. Ça marche. Tu sais, t'as le temps avant de rentrer ta liste sur Neuron. À part si tu parles pour les side events, peut-être. Mais sinon, t'as encore le temps. Au pire, sois sûr de l'avoir avant de la mettre, évidemment. Penses-tu qu'une approche board breaker est envisageable ou c'est du suicide? Je pense pas que ce soit du suicide du tout, une approche board breaker. Ça dépend juste dans quel deck et on va dire quel est l'objectif. Je pense que quand on voit les decks qui sont représentés au CDF, faut que ton deck soit capable de board break des decks comme White Forest, Memento, même si visiblement c'est pas le plus dur avec ce qu'on a vu lors des différents feature match qu'on a regardé récemment. Voilà, des decks comme ça aussi qui sont moins représentés. Moi j'aurais tendance à dire que les entraps sont une valeur sûre dans un tournoi comme celui-ci, mais les board breakers peuvent peut-être mieux fonctionner sur une game 1 où tu perds le dice contre Finsmith Ryzil, Mitsu Ryzil ou Malice. Ça va vraiment dépendre du deck avec lequel tu perds ton approche. Mm. Est-ce que tu es confiant cette année? Confiant pourquoi? Pas plus que d'habitude, hein. Pas plus que d'habitude. Je le fais pas cette année, mais la frustration de ne pas le faire est bien grosse. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est pas grave l'année prochaine. L'année prochaine, l'envie sera encore plus grande. Faut que tu mettes les choses en place pour pouvoir y aller l'année prochaine. Ça va, Angel Storm? J'ai une question, est-ce que le deck Regenesis Bestial est jouable? Bah, tout est jouable au CDF. De toute manière, tout est jouable au CDF. Ça dépend dans quel contexte. Si c'est essayer de faire de son mieux et jouer le deck que tu maîtrises le plus et t'amuser, bien sûr. Si c'est dans l'optique d'essayer d'atteindre le top cut, je pense pas que Regenesis Bestial soit le meilleur deck pour du tout, du tout, du tout, du tout. Perso, je pars solo avec mon van, comme ça je peux faire 2 jours de vélo avant et tu vas m'accompagner pour les derniers 100 km qu'il me reste. Ah, incroyable, incroyable. Bah franchement, passe un bon séjour mon gars parce que ça c'est des gens qui ont plusieurs passions à la fois et franchement c'est pas simple donc je sais que des fois trouver le temps ça peut être difficile mais là t'as réussi à accumuler les deux donc c'est dingue. Ça va Zapi? Tu peux parler de Mitsurai aujourd'hui? Ouais je peux parler de Mitsurai bien sûr. Vous voulez dire quoi sur Mitsurai? Parce que tu peux dire beaucoup de choses sur Mitsurai. Dinogo second full board breaker ça joue non? Ça joue mais c'est pas le meilleur. Petite tier list N-Trap avant le CDF. C'est vrai que j'avais dit qu'on ferait une tier list N-Trap hier et au final j'ai pas pu live. On peut essayer de la faire. On peut essayer de la faire. De toute façon, je pourrais pas aller au CDF, il me faudrait déjà acheter le billet pour aller en France. Oui, bah évidemment, dans ce cas-là, c'est plus compliqué, c'est sûr. Hop. 2 secondes, les gars. On va peut-être faire une petite tier list. C'est vrai qu'il fallait qu'on en fasse une, donc pourquoi pas. Hmm. Hmm. Plusieurs passions ici. Ne me parle pas de ça, s'il te plaît.
Mhm. Metaltronus, c'est fine. Metaltronus, franchement, c'est vrai qu'on voit moins la carte en ce moment. Parce que vu que Malice met des un peu plus gros boards, bah, fait des un peu plus gros boards plutôt. Et que de l'autre côté, t'as. Comment il s'appelle? Mitsuraizi qui aussi ne dépend plus autant du détonateur qu'avant. Parce qu'il y a toute la partie Mitsurugi qui est très forte. Bah, c'est vrai qu'on la voit moins souvent. Il y a aussi moins de Finsmith. Tronus, c'était une bonne carte contre César, donc ça aidait. C'est vrai qu'on la voit moins la carte. Après, elle est pas dégueulasse, hein. C'est juste. Je pense qu'il lui manque surtout, c'est son manque de versatilité. C'est surtout ça. Le fait qu'elle soit difficile à jouer contre plusieurs decks parce qu'il te faut les targets contre tout le monde. Et aussi le fait que dans le format, on va essayer d'avoir beaucoup d'entrap. Donc, ouais, ce genre de choses-là, ça rend le truc un peu difficile, mais c'est pas injouable en tout cas. C'est pas injouable. Je pense juste qu'il faut. Voilà. C'est pas aussi simple qu'à une certaine époque. Pourquoi une tier list entrap et une board breaker? C'est vrai qu'on peut faire une tier list entrap et une tier list board breaker. Hop, hop. 2 secondes, hop. On est bon. Alors. Alors. J'ai ça là. Du coup, j'avais pas préparé. Vu qu'hier, j'ai pas pu live, je m'étais pas dit qu'on allait faire ça aujourd'hui. Mais. Mais on est bon, c'est pas grave. J'ai trouvé un truc rapide là. Où il y a quasiment toutes les non-engine, donc je pense que ça tient le coup. Je vais vous mettre ça en plein écran. Et on est bon. Salesban, c'est ok. Horrible à mon avis, c'est pas le meilleur board breaker du format. Et en Go First, la carte c'est du copium. Bah en fait, attendez, je vous enlève la pub, ce sera plus agréable pour vous. En fait, je pense que Salesban, c'est pas une mauvaise carte. Je pense que c'est même plutôt une bonne carte. Parce qu'elle va aller interagir un peu comme Tronus, rendre, rendre vraiment inutile soit le détonateur de tout le tour, soit le Mitsurugi, bref, la carte que tu veux. Le seul problème, c'est que elle est pas super moderne parce qu'elle te génère rien en fait. Et vu qu'elle te génère rien, ça devient forcément une carte moins bonne instantanément que d'autres. Donc ça, j'avoue que c'est... Voilà, si t'as le choix entre Tronus et Salesban, Salesban en théorie fait mieux le job, mais Tronus génère, du coup t'as envie un peu de jouer Tronus à la place. Ça va vraiment dépendre de ton engine et de choses comme ça en fait. Donc c'est difficile comme question, mais sans le contexte, c'est toujours dur de juger les cartes individuellement. J'aurais tendance à dire quand même qu'elle est pas mal, cette ban. Si ce que tu cherches, c'est vraiment quelque chose pour battre le Deto ou battre le Murakumo, je pense que c'est l'une des meilleures cartes, ouais. Comment l'appréhender? Ou sinon, par exemple, juste comme t'as fait pour White Forest ou Crystron. Ouais, je pourrais. Par contre, t'as fait une vidéo sur des petites tech cards. Sérieux? Stylé. Ah, dommage, NLP, dommage. Perso, je joue ma liste, du coup, ça m'aide beaucoup en miroir contre le topologique ou l'omni et me débarrasser du déto. Ouais, dans ce cas-là, je peux comprendre, mais alors ça va plus être un malice à un niveau de board break, quoi. Mais bon. Les tier listes, après, sans le contexte, c'est dur, je trouve. Bien sûr, on va essayer de mettre un contexte. On va pas subir, entre guillemets, les catégories habituelles. C'est pas mon style de contenu habituellement, mais à quelques jours du CDF, ça me sert, on va dire, pour pouvoir traiter les non-engine du format, surtout. J'ai vu beaucoup de decks Lockdown de Montréal, je sais pas si en France c'est répandu. Pas forcément, parce qu'il y a Mistaken Race qui existe aussi, mais je pense que ces deux cartes-là sont deux cartes qui existent, ouais. Avec Tronus sur le miroir, j'ai 5 Dormouse dans le deck. Oui, bah ça c'est dans le miroir, Tronus c'est la meilleure carte du jeu quasiment. Perso, je trouve que Meow's post-side contre Malice est moins bonne. Ah ouais, c'est marrant parce que bon, ça change pas énormément en réalité. C'est juste que le deck est capable de mettre des body on board sans forcément summon des bans depuis Aline. Donc Mules est légèrement moins bonne à ce niveau-là, ouais. Qu'à une certaine époque. Mais je pense que Mules n'a jamais été une excellente carte contre Malice. Pas beaucoup plus qu'un Fuva ou. Donc ouais, je suis pas choqué que les gens y pensent ça. Bah venez, on commence par eux d'ailleurs, hein, de toute manière. Parce que là, dans cette truc-là, il y a 10 000 non-engine, on va absolument pas couvrir tout ça. On va couvrir les plus importantes, évidemment. Alors, main deck mandatory, nanani, tout ça, c'est du bullshit parce que ça part du principe qu'on jouerait tous le même deck. Et même comme ça, en vrai, il y a plusieurs approches dans le même deck, donc ça n'a aucun sens, évidemment, ce genre de catégorie. Par contre, on peut essayer de dire, on peut essayer de faire plusieurs catégories du type, euh, on va dire qu'il y a déjà, il y a deux stratégies dans le format. Il y a la stratégie board breaker.
Il y a la stratégie. Ah, attendez, je vous coupe. Je vous enlève le son de Discord, désolé. Sinon, ça va être vite insupportable pour vous. Hop, hop, hop. Donc, ouais, il y a la stratégie Entrap plutôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les entre-deux, on va dire. Après, bon, les entre-deux, je suis pas sûr que ça existe réellement, mais pourquoi pas. Après, on verra ce qu'on mettra. Ouais, on peut mettre une catégorie side deck quand même. Parce que des cartes qui subiraient trop, le fait qu'elles soient mauvaises dans un match-up ou le fait qu'elles soient mauvaises dans une position, mais genre de ouf. On va se taper les pubs tout le long parce que Tier Maker a fait en sorte qu'on puisse plus avoir qu'on puisse plus avoir un bloqueur de publicité. Donc désolé les gars. Et je pense que pour l'instant on démarre comme ça. Est-ce que vous voyez d'autres catégories dont on pourrait parler? Et après on va dire, à chaque fois qu'on parlera des cartes, on dira dans quel deck plutôt, tu vois. Crystron fait de l'entre-deux. J'ai pas vraiment l'impression que Crystron fasse de l'entre-deux, mais en tout cas il peut être joué dans les deux manières. C'est le gars peut-être toujours actif sur Metafile ou c'est mort. Bah, j'aurais gagné à l'être encore, mais je préfère profiter de ma semaine et de mon voyage. Donc là, actuellement, c'est fini pour moi. Metafile jusqu'à dimanche, normalement. Hors situation très, très spéciale, mais normalement, j'aurais plus le temps. Donc on l'appréhende et on joue autour. C'est pas Alors, c'est dans un autre. Ouais, ce serait ok. En fait, le problème, c'est que là, pour l'instant, on essaie de voir où est-ce que la carte se situe, dans quelle stratégie elle serait la meilleure. On l'appréhende en jeu autour, c'est plus une manière de... comment j'appelle ça? D'envisager la carte de la part de la communauté, plus que vraiment une question de... est-ce qu'elle doit être présente dans un deck qui joue ce genre de stratégie ou non, et pourquoi, quel est son impact. Mais peut-être qu'effectivement, on pourrait... Ouais, je sais pas. Je sais pas une catégorie que j'aurais aimé mettre, perso. Donnez-moi une seconde. Hop, et on est bon. Alors, carte nulle directement ou surestimée. Ok, on peut mettre ne joue pas ça, genre. Mais après, bon, ça va être. Je pense pas que juste les cartes, on va juste pas les mettre dans le truc, tu vois. Mais bon, pas assez d'impact dans la méta. Ouais, on verra, mais on fera une catégorie où on mettra des trucs effectivement qui sont potentiellement pas bons. Que dont vous me parlez ou qui sont représentés, parce que les trucs qui sont pas représentés, ça sert à rien. Ça va, Jastic? Droll main deck, point d'interrogation. Alors, ouais, alors bah, commençons par les Charmy et Droll. Ça marche. Parce qu'effectivement, c'est l'une des cartes les plus répandues du format. Je pense que dans le chat, vous jouez quasiment tous Droll main deck, ou si c'est pas dans le main, c'est dans le side, probablement. Donc, effectivement, c'est des cartes qu'on doit traiter, donc autant les traiter au départ. En commençant par Droll. Donc, Droll, pour moi, ça va dépendre de ta stratégie. Pour moi, Droll, dans une stratégie end-trap, c'est difficile de la jouer parce que elle va demander à ta main des choses qui sont pas évidentes à faire quand tu joues des end-trap. L'une des stratégies les plus répandues du format, en théorie, c'est les variantes Ryzeal, donc la plus jouée étant Mitsu Ryzeal. Quand tu vas jouer Hedrol et des end-trap, il va falloir vraiment que tu aies un plan bien, bien conçu si tu veux derrière être capable de battre le détonateur qui se met en place ou alors les semi-interruptions. Donc en règle générale, elle fait pas bon ménage avec des end-trap. Il y a des combinaisons possibles. Moi, je pense que c'est faisable, mais il faut jouer beaucoup de non-engine alors. Et du coup, moi, j'aurais plus tendance à la mettre là-dedans. Pour moi, c'est une carte qui se perd bien avec une stratégie de board breaker, où Droll va, quoi qu'il arrive, si elle se résout, euh, ralentir l'adversaire ou même potentiellement le stopper sur des vraiment petits boards. Et derrière toi, avec ton gros deck et tes potentiels board breakers, tu vas venir finir la game, prendre le contrôle. Donc pour moi, elle est plus ici que là. Ça fait partie des cartes qui, en théorie, peuvent rentrer dans les deux. Mais je pense que la meilleure manière d'utiliser du format, c'est celle-ci. Et ça va avec, pour moi, Fuvalos et Purulia. Encore plus ces deux cartes-là. Parce que elle te pose des problèmes de first et que souvent quand tu es dans une stratégie end-trap, c'est que tu vas jouer un deck qui va avoir plus de non-engine, donc dont l'engine va être avec moins de ceiling ou moins de force. Et donc si ta stratégie a moins de ceiling ou moins de force, eh ben tu vas devoir compter sur tes non-engine parce que soit tu te fais stopper trop souvent, soit tu te fais ralentir et t'as pas assez bons boards seul, soit carrément tu fais ton board mais tu as quand même peur de te faire dépasser, de te faire break ton board. Et du coup, avoir ces cartes-là dans ta main
dans ces situations, bah, c'est vraiment négatif, je trouve. Là où quand tu vas jouer une stratégie de board breaker, tu vas jouer souvent un archétype qui est très puissant, qui seul suffit en first, etc. Où tes non-engine n'ont pas forcément pour but d'aller soutenir ton board. Et dans ce cas-là, ils sont bien plus facilement envisageables. Et sinon, pareil, par rapport au go second, un peu comme le droll, bah, tu es dans une situation où quand tu vas l'activer, tu vas créer des semi-boards. Et c'est pas forcément le mieux de le pair avec des end traps, mais plutôt le pair avec des board breakers. Je trouve ça plus pertinent. Ces trois cartes-là, c'est des cartes qui peuvent être ici, qu'on voit souvent dans des listes ici. Je pense juste que c'est soit parce que la personne a choisi un mauvais archétype pour les utiliser, mais veut quand même les jouer, soit parce que cette stratégie-là, elle te demande beaucoup de ressources mentales et de préparation, et que le gars en question veut se faciliter la tâche, il n'y a pas de mal, quitte à peut-être avoir un win rate dans l'absolu qui est un peu moins bon. Et ou alors sinon c'est aussi parce que des gens ont peur de jouer cette stratégie-là dans un tournoi comme le CDF, ce qui est compréhensible à mon avis, malgré tout. Mais de base, moi je les aurais mis dans cette approche-là plutôt. Ça dépend aussi de l'event, évidemment, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ces trois cartes-là? Vous les auriez mis où, vous? Déjà pour démarrer. Ça va, Mehdi? Hum. Je vous lis un petit peu. Ça va, Oban? Blablabla. Ça vous convient? On continue? Bon, du coup, le dernier Mules, enfin le dernier Charmy, je le mettrais plutôt en side. J'aime de moins en moins les Mules Charmy perso. Ouais, bah, je pense que c'est typiquement le genre de carte où les gens peuvent se créer une opinion très vite sans forcément de bonnes raisons, parce qu'elles peuvent t'apporter très vite des victoires ou très vite des défaites. Et derrière, si tu attends les résultats que la carte t'apporte pour déterminer, pour avoir une opinion, bah, t'es biaisé, quoi. Et on peut tous être biaisés par moment. À la base, je l'avais en side, mais le nombre de fois où je la draw depuis le swap main et que je suis contre Malice, je suis en mode par relevant. De quoi? Drôle? Ouais, je peux comprendre. Après, c'est pas nul contre Malice, drôle, hein. C'est vraiment quand il y en a deux que c'est abusé. Je trouve que les Charmy vraiment moins fort seuls que ce que le commun des mortels fait croire. Moi, je trouve les Charmy, ça va dépendre de la stratégie que t'as toi et la stratégie contre laquelle tu joues. Et ça dépend lequel, dans quelle situation. Mais overall, je dirais que c'est des cartes quand même très très fortes quand elles se résolvent. Trop fortes. Et je pense que leur gros point noir, c'est le fait d'être pas sûr de se résoudre. Sinon, si elles étaient quasiment sûres de se résoudre, s'il n'y avait pas H Blossom dans le jeu, ou que cette interaction n'existait pas en tout cas, je pense que tout le monde les jouerait x3 pour le coup, vraiment tout le monde. Mhm. Non mais le dieu, je la trouve obligatoire. Ouais, moi c'est le truc de me dire, je pense que vous en avez tous conscience, qu'au CDF, tous les decks qui créent ce genre de carte vont aller jouer 3 H Blossom, 1 Callbite dans son deck, se dire qu'à chaque fois que tu vas l'activer, t'as quasiment 50% de chance qu'elle se résout pas. Faut s'accrocher, hein. C'est énorme, hein. Ouais, j'essaye ce chaud, bien sûr, j'essaye, mais c'est des très bonnes cartes, les gars, hein. C'est des très bonnes cartes. Peut-être même trop, des fois. C'est juste qu'il y a aussi des points négatifs. Moi, je les aime pas dans le design, on va dire, ou même dans mon approche du jeu, je trouve que c'est pas ce qui m'apporte le plus win rate. Mais ça veut pas dire que c'est genre que du négatif. Ok. Je trouve aussi qu'elles se contre elles-mêmes, genre, tu vois. Si avec une stratégie comme ça, t'en prends une et que tu fais un demi-board, bah derrière, t'es pas content de l'avoir en main, tu vois. Donc je trouve que plus elles sont populaires, moins elles sont bonnes aussi. Donc c'est des cartes un peu spéciales. Ensuite, bon là, on a beaucoup de trucs qui servent à rien, mais ça, en théorie, on va mettre du coup très spécifique. En mode, si t'as une faiblesse quelconque, tu vois, si t'as une faiblesse quelconque contre un match-up, et ben il y a ces cartes-là qui existent contre des match-up en spécifique. Ça, en l'occurrence, c'est extrêmement fort contre Blue Eyes et contre Finn Smith. Peut-être que j'oublie un deck si vous en avez en tête. Mais hormis ça, c'est difficile de la jouer. Elle est inenvisageable main deck. Elle peut se jouer side si vraiment t'as peur de ces match-up. Mais ouais, pour ceux qui ne connaissent pas, elle se discard comme une entrap. En quick effect, elle va bannir 2 lights du cimetière adverse. Donc évidemment, contre Finn Smith et contre Blue Eyes, c'est un Diddy Crow ultra boosté. Peut-être contre White Forest, c'est pas faux, mais j'ai pas l'impression que White Forest joue beaucoup avec les lights de son cimetière. Hein, donc pas sûr que ce soit la meilleure contre, mais en tout cas, elle est activable, c'est sûr. Euh, Par contre, dans ma liste, j'ai vraiment trop du mal avec les Charmy. Que tu sois à 5 ou en 20 en main, ça n'améliore pas ton. En main, pardon, ça n'améliore pas ton go second dans une stratégie entrap.
Je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on répète que ces cartes-là sont obligatoires, et donc les gens finissent par les jouer parce qu'ils écoutent bien sûr les gens qui ont un peu plus on va dire, d'influence. Au moins c'est une carte bien design. Ouais, pour le coup, bah elle est forte, mais elle est très spécifique, elle arrive dans certains match-up. Peut-être qu'un jour elle sera tellement forte contre un deck du format qu'on voudra la toucher, mais je pense pas que ce soit nécessaire, ouais. Ensuite, bon, je vais pas trop parler des Floodgate parce que leur impact il me semble évident. Ça, c'est très spécifique. Pareil, de toute façon, c'est pas très bon dans le format. Lancea. Lancea, je pense que ça peut s'envisager en side. Ouais, en fait, vous avez raison, faut que je fasse une catégorie overrated. Pour moi, Mule, je le mets dans overrated. Il est jouable, les gars, hein, mais je le mets dans overrated dans le sens où je pense qu'en ce moment, il est de moins en moins joué, à raison ou à tort. Je vous dis pas de pas le jouer, hein. S'il était compris dans votre stratégie, parce que vous avez vraiment du mal contre Malice et peut-être contre, je sais pas moi, c'est ok contre certains autres decks, hein. Contre Memento, c'est pas dégueu. Même contre certaines variantes de Mitsu, ça peut s'activer. Bon, c'est une carte qui va faire son travail, hein. C'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent au CDF avec beaucoup de decks contre lesquels se préparer et beaucoup de besoins et donc peu de place. Et du coup, bah, ils allouent moins de place à Malice qui est moins en vue. Et donc souvent, ils préfèrent Lancea à Mules, ce qui est compréhensible. Et du coup, la carte, je trouve qu'elle est moins jouée en ce moment. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je la mettrais là. C'est peut-être pas le bon terme overrated, mais overrated dans le sens, on en a fait tout un tintamarre de cette carte, et au final, maintenant, elle est quasiment plus jouée. Donc elle peut, voilà, elle peut être ici, elle peut être là. Ensuite, on a Sanctum, pour le coup, qui est une carte, encore une fois, ça va être une target trust, hein, donc en first contre Malice, c'est exceptionnel, ça peut être joué, évidemment, ça va tuto Lancer en théorie. C'est Purelia qui a pris sa place, je trouve. Ouais, Purelia, il est souvent dans les mains, mais ouais. Peut-être aussi que les gens sont pas fans de jouer beaucoup de Charmy au global. C'est peut-être vrai, ça aussi. Je sais pas pourquoi particulièrement, mais ouais. Ensuite, on a Ash Blossom. Ash Blossom, pour moi, elle est dans les stratégies end trap. Elle devrait être nulle part ailleurs. Je vois beaucoup de gens jouer des stratégies board breaker, incorporer 3 Ash Blossom à leur deck. Et en fait, je me demande si c'est une vraie stratégie. Parce que quand tu vas jouer un deck breaker, board breaker, pourquoi est-ce que tu vas jouer Ash dedans? Sachant que l'adversaire va aller first, c'est pas une carte que tu veux particulièrement voir, elle va pas t'aider à affaiblir le board tant que ça pour que tes breakers aient plus d'impact derrière ou quoi. Elle va souvent pas faire grand chose et le seul rôle de la carte en réalité c'est de t'aider en first contre les Charmy. Ce qui sous-entend deux points. Un, en réalité c'est une carte d'engine dans ce cas-là. Et deux, bah ça veut dire que le reste du temps t'as toujours un problème contre les Charmy. Si tu mets H pour les Charmy, c'est que t'as un gros problème contre les Charmy, tu trouves pas de solution en dehors de H dans ta stratégie. Et si c'est le cas, bah, ça veut dire que le reste du temps, tu as un problème contre les Charmy. Et est-ce qu'elle solutionne du coup vraiment ton problème? J'ai pas l'impression. Pour moi, elle devrait être dans les stratégies end-trap parce qu'elle est très versatile et qu'elle couvre des ranges de Mitsurugi qui sont intéressantes, comme l'accès à la ritual ou des trucs comme ça. Mais overall, sinon, c'est pas une carte que je trouve très bonne dans le format. Et dans plein de decks, perso, c'est une carte que je verrais pas être jouée. Les gens la jouent aussi par habitude, ouais, bien sûr. Les books, moi, les books, je pense que. Alors, on va mettre une catégorie pas bon pour le coup. Mais bien sûr, il y a peut-être dans certaines stratégies obscures, peut-être que ça reste ok. Mais en tout cas, les books perso, je les aurais mis là, de prime abord. Je pense que c'est vraiment dégueulasse. Je n'aurais même pas considéré lui, mais eux, ils sont souvent considérés par les gens. Et aujourd'hui, je les trouve pas bons parce que certes, c'est une out Adeto et ça a été des bonnes out Adeto pendant longtemps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le board, il est accompagné de trop de choses. Tu peux pas juste te concentrer sur des détonateurs. Et les Mitsurugi font peur, même si face down. Donc voilà, mais Eclipse à l'époque, on pense notamment à Finn Smith Ryzil, t'activais un Eclipse s'il se résolvait, encore une fois, parce que bah, il y avait H Blossom, il y avait des cartes comme ça. Bah, en théorie, tu bookais et le César et le détonateur, et t'étais vraiment vraiment bien. Twin n'a pas aidé évidemment. Déjà dès la sortie de Twin, ces cartes-là étaient moins présentes. Aujourd'hui, toutes les loops ne font pas Twin, mais malgré tout, c'est inenvisageable, je trouve. Alors, les Beasted. Les Beasted, moi je les mets là. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. Ça veut dire qu'ils sont peut-être vus comme trop bons par les gens aujourd'hui. Moi, je trouve que les Beasted sont pas exceptionnels en ce moment. Je trouve qu'il y a qu'un seul deck qui peut vraiment les utiliser bien, c'est Malice. Je les vois comme beaucoup moins représentés dernièrement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Du coup, bah ouais, en fait, c'est des cartes pour Malice, quoi, surtout. Parce que sinon, le problème, c'est que les steps Mitsurugi arrivent trop tard dans les tours et qu'il y a déjà le terrain Razil, il y a déjà les menaces Razil mises en place et les bestiales ont moins d'impact.
avec Régionnaise. C'est pas un deck que je prends énormément en compte pour le CDF, mais c'est vrai. Pour avoir joué toute la journée, je peux te dire que les gens en jouent beaucoup, beaucoup. Des Beasted, je suis étonné. Dans ma liste, c'est autre chose parce que ça peut quasiment être vu comme des cartes d'engine, donc le deck a tendance à en jouer plus que la moyenne. Blue Eyes, effectivement, peut jouer son Magnamut, peut-être même son Druisworm. Mais je veux dire, Mitsu Raisil, ça m'étonnerait d'en voir dans Mitsu Raisil, ça m'étonnerait d'en voir dans Mitsu Pure, ça m'étonnerait d'en voir dans Mitsu Finsmith, ça m'étonnerait d'en voir dans White Forest, dans Crystron, bref, dans tous ces decks-là, quoi. Donc je dirais quand même qu'ils sont moins représentés qu'à une certaine époque, où il y en avait dans les variantes de Finsmith, il y en avait un peu partout. C'est pour ça que je pourrais les mettre là. Sinon, je les mettrais ici plutôt alors. Très spécifique parce que ça va dépendre de quel deck tu joues toi, ou alors de vraiment une faiblesse très spéciale contre un deck du format, tu vois. J'ai vu pas mal de Reizimitsu et Uji jouer des Beasted aujourd'hui, j'étais surpris. C'est étonnant, ouais. Mais en vrai, les Beasted, tu vois, dans Mitsu Raizil, c'est pas très représenté, en tout cas j'ai l'impression. Moi, je trouve pas ça horrible dans le Mirror Match, mais dans tous les autres match-ups, je trouve ça pas terrible, quoi. Donc moi, je les aurais mis ici. Après, peut-être je me trompe, mais dans l'idée, on va dire. Elle, pour moi, voilà, elle, pour moi, c'est même pas une non-engine cette carte, hein. C'est pour le coup, c'est voilà, c'est une carte d'engine que tu peux rajouter à ton deck si t'en as besoin, si t'as des problèmes versus les Charmy, si t'as un manque, si t'as des problèmes d'engine en règle générale. Elle, je la mettrais hors catégorie limite, donc je vais la mettre, je vais en rajouter une. Je vais rajouter une catégorie, je vais dire hors sol. Ça, c'est hors sol, ça n'a rien à voir avec tout ce dont on parle jusqu'à là, quoi. Et surtout que c'est vraiment très fort, effectivement. Ça, c'est une carte qui va être dans quasiment tous les mains, je pense. Ou side, au minimum. Chaos Hunter. Chaos Hunter, c'est pareil. C'est dans le side deck. Ça existe, tu vois. C'est une carte que tu peux jouer. Moi, je la trouve vraiment forte. Le seul problème, c'est que elle a tendance à être tout ou rien. Quand tu vas la résoudre, si tu prends une interruption, genre si tu prends un truc qui trade dedans ou que l'adversaire est un minimum préparé contre, sachant que les decks qui la subissent, c'est principalement Malice et les gens le savent, donc en règle générale, ils jouent des outs à la carte ou des solutions, on va dire, que ce soit Trust, TTT, Tronus, que ce soit des cartes comme Cerberus ou des combos avec Bomber qui peuvent la détruire, des choses comme ça. Si c'est le cas, bah en fait, ça fait beaucoup de moins parce que non seulement tu as discard une carte, en plus, bah ta Chaos Hunter a rien fait du coup, et tu rajoutes à ça le fait que tu lui donnes un Dark à Reborn avec Dark. Donc c'est là où la carte elle est difficile à jouer, et en plus c'est une place dans ton side vraiment pour un seul deck. Déjà que les gens vont jouer Lancea, qui est probablement bien plus efficace que Chaos Hunter parce qu'au moins tu sais ce qu'elle fait et elle est bien plus difficile à contrer. Euh, mais en plus, du coup, ça ferait 6 cartes uniquement pour Malice, sachant que c'est peut-être pas la stratégie qui pose le plus de problèmes aux gens actuellement. Moi, je trouve ça difficile d'aller jouer les 3 dans ton side. Je pense que en moyenne, les gens vont aller jouer entre une et deux de ces 3 cartes-là. J'ai tendance à voir dans les sides dernièrement plus Lancea et moins ces deux-là, mais les deux existent aussi. Donc, perso, je mettrais ça dans très spécifique, tout comme j'aurais pu mettre Lancea, mais je vais mettre elle parce qu'elle est moins jouée et qu'elle est probablement moins pertinente que Lancea. Donc voilà pourquoi je la mets ici. Moi, je trouve que c'est chercher à se faire punir que de jouer la carte. Je trouve que c'est prendre un gros pari où t'as une très bonne chance de te faire de le perdre, quoi. Lancea est pas mal contre Crystron aussi. C'est vrai, c'est pas faux. Alors, ces cartes-là sont quand même plus génériques, mais je veux dire, ça reste des cartes très centrées malice. Ça reste des cartes très centrées malice. Bon, après, voilà, tout ça, ça n'existe pas. Cross-out, pareil. On va la mettre là-haut. Bon, bien sûr, beaucoup moins fort que Callby, beaucoup moins joué. Je pense que la carte, franchement, elle devrait même pas être dans les main decks du format, je trouve. Mais il y a toujours une chance que quelqu'un la joue. Et dans ce cas-là, bah, on peut pas la mettre avec les autres cartes qui ont pour but d'interagir avec l'adversaire. Quand elle, son but, c'est de t'aider en first uniquement, quoi. Didi Crow. Didi Crow, je pense que ça joue entre mais dans les stratégies and trap en tout cas c'est sûr, c'est dans ça que tu la jouerais si tu viens à la jouer. Mais est-ce que main deck ou est-ce que plutôt side? J'ai du mal, je pense que ce serait plutôt side parce qu'elle a vraiment des mauvais match-up aussi. En tout cas en termes d'impact, je trouve que c'est difficile d'aller la jouer main, hormis si tu joues encore une fois beaucoup d'entrap et dans ce cas-là tu peux le considérer.
Ouais, j'ai vu les tapis de l'Europe et du Top Cut et de l'entrée. Vous les avez vus, vous, ou pas? Ils sont magnifiques, les gars. Il y a un tapis Fuvalos et un tapis Impulse. C'est incroyable. Alors ça, c'est la baliste en vrai. Bah, bien sûr, mais bon. Changement de cœur, tu le comptes pas en board breaker. Changement de cœur, c'est pas joué du tout et c'est pas considéré par les gens, donc j'avoue que je le mets pas en avant, ouais. Top, il est insane. Ouais, il est insane. Il est insane. Le tapis Fuvalos, c'est très très beau aussi, hein. Mhm. Moi, je joue Callback et Crossout en main juste pour drôle parce que Rezimitsu sous drôle, c'est compliqué. Je peux comprendre, c'est probablement l'une des seules stratégies qui envisage de jouer les deux, ouais. Hmm. Dark Ruler No More, c'est pas une carte qui est envisagée dans le format, j'ai pas l'impression. Deck Lockdown, donc là pour le coup, bah ça va être des cartes de side de toute manière, mais là c'est l'une des meilleures cartes de first du jeu actuellement. Donc bah t'es obligé de la considérer, soit la jouer, soit contre, hein, évidemment. Je pense que c'est une carte qui devrait être dans quasiment tous les side decks du format. Si c'est pas elle, c'est Mistaken Arrest. Si c'est pas Mistaken Arrest, c'est Jugement, Warning ou Strike ou des trucs comme ça. Daruma, je la mettrai pas dedans pour des raisons évidentes. C'est pas trop représenté, un peu trop faible. DDG et toutes les targets trust, je les mettrais plus là-dedans ou là-dedans. Je sais pas. J'ai l'impression que c'était pendant longtemps le. Ouais, je le mettrais là, DDG. C'est des targets trust. Faut jouer trust pour pouvoir envisager la carte. Sinon, en théorie, t'as des meilleures cartes de first que DDG. Donc bon. Le FUVA est très beau, c'est clair, mais Impulse il est aussi insane qu'Imperm l'année dernière. Ouais, c'est vrai, mais j'ai pas vu beaucoup de gens avec le tapis Imperm depuis, hein. Un avis sur Gnome Material, il a jamais été jouable. Si, il a été jouable, mais vraiment dans une période très courte de Orcust, de deck Orcust, c'était jouable. C'était pas mal en plus, c'était vraiment très fort. Shifter. Shifter, moi je pense que dans les side decks des decks qui peuvent le jouer, c'est staple quasiment. Parce que ça va aller contrer un nombre de decks énorme en first, en second. C'est quasiment une auto-win quand tu l'actives. La carte, on l'a un peu oubliée parce qu'elle est à 1 et que pendant longtemps, Malice était vraiment présent, donc la carte était moins bonne. Mais n'oubliez toujours pas que voilà, si vous tombez sur Memento, si vous tombez sur Blue Eyes, si vous tombez sur White Forest, sur Mermaid, des decks comme ça, des variantes de Finsmith ou quoi, si vous jouez un deck qui est capable de jouer Shifter avec post-side, vous le piochez, bah en first ou en second, vous avez quasiment gagné. Donc voilà. Il est où Gribouille? Il date l'ancien. Gribouille actuellement, il est pas chez moi, mais bientôt il reviendra là. Donc évidemment, trop importante. Barrière Dim et Dim Fissure, Dim Barrière, je sais pas ce que j'en dirais si j'en disais quoi que ce soit, donc je vais pas trop en parler. Impulse et Purge. Alors, Impulse, pour moi, si tu joues une stratégie N-Trap et que tu peux te permettre de jouer Impulse, quasiment tu dois jouer Impulse, je pense. Maintenant, c'est aussi une carte qui peut s'entendre dans les stratégies board breaker en tant que semi-board breaker slash carte qui peut t'aider à réduire le board adverse sans craindre le call by, sans craindre le TTT, sans craindre les PTT, sans craindre cross out. Donc la carte en fait est très versatile, elle est jouable dans les deux stratégies, c'est juste qu'il y a peu de decks qui peuvent la jouer. Donc ouais, j'aurais dit, je vais peut-être créer une catégorie du coup. Euh, hop, et je vais mettre bleu clair. Ah merde, merde. Hop, hop, hop. Mettre là-dedans, je vais mettre rentre partout. Dans le sens où, genre, si tu peux la jouer, je pense qu'elle est trop bénéfique pour pas être jouée. Une putain de royalty miskin Gribouille. Ouais, c'est ça. Elle est pas terrible contre Ryzen Mitsu aussi. De quoi Shifter? Ouais, c'est ça qui fait qu'elle est probablement pas main deck dans les decks en question. Ouais. Purge, c'est autre chose. Purge, je pense que c'est pareil en vrai, je réfléchis. C'est juste que c'est plus du coup côté stratégie and trap. Les variantes de Breaker, comme elle n'a pas l'option d'être pioché en 6ème ou sur des cartes qui piochent, ou d'être gardée pour interagir avec un truc très spécifique pendant ton tour, je pense qu'elle est plus en vue dans les stratégies and trap qui peuvent la jouer. Et par contre, c'est une excellente carte, hein. C'est une excellente carte. Bon, Dragon's Mind, je pense que dans le side deck, pour des decks qui vont jouer des stratégies à 2500 d'attaque ou 2500 de défense, ça s'entend, c'est une sorte de jugement, pourquoi pas. Purge, elle est nulle, non? Non, elle est pas nulle du tout. Pourquoi une carte comme... Bah, dans ce cas-là, alors,
Peut-être que quand on va passer à des cartes comme Valor ou Impair, on va pas être d'accord sur l'impact, et du coup, vu qu'on sera pas d'accord sur l'impact de ces cartes-là, ben, on sera pas d'accord sur l'impact de Purge. Mais pour moi, Purge, c'est l'une des entraps qui trade le mieux dans les interruptions, enfin dans les développements adverses, notamment parce qu'elle peut être gardée jusqu'à longtemps dans les tours, elle se prend pas les cartes comme Call By, les cartes comme Crossout, elle se prend pas le terrain Rise Hard Draw, des choses comme ça. Tu peux donner des applications pour inclure Purge actuellement, j'hésite à la rentrer. Moi, je trouve que contre Ryzeal Mitsu, être capable d'aller stopper les premiers Ryzeal ou les cartes qui vont accéder au premier Ryzeal, c'est important. Le seul point négatif qu'a la carte, vraiment, si elle devait en avoir un, c'est le fait d'être pas être capable d'interagir avec Ice. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, il va soit le tuto son Ice, soit il peut aussi Open Hext. Dans ce cas-là, je trouve que c'est très fort d'interagir avec le premier Ryzeal si tu as une stratégie Entrap. Le problème, ça va être à quel point est-ce que tu as de la place pour des non-engine et à quel point est-ce que ça fait partie de la stratégie que tu veux mettre en place. Mais dans ce but-là, je la trouve très forte. Sinon, overall, dans le format, elle trade toujours très bien sur un starter ou un extender adverse. Donc, dans les stratégies qui ont pour but de ralentir l'adversaire ou de le stopper, je trouve qu'elle est vraiment super. Désolé, Zapi. Voilà, après, si c'est pour la jouer avec accompagné de deux ou trois autres entraps, je pense que ça vaut peut-être pas le coup. Mais si c'est dans des decks qui ont vraiment beaucoup de place, la carte est magnifique. En tout cas, moi, si dans les decks comme Mitsuraizi ou Malice, je pouvais jouer la carte, je la considérerais bien sûr. Donc, dans les autres decks, elle doit être considérée aussi. Ça veut pas dire forcément inclus, mais considérée. Voilà pour les Dominus. Non, les cartes de first trop hard, ça sert à rien de les mettre. Celles qui sont même pas considérées dans le format. Après, en soi, voilà, Fragrance, bah, ça stoppe les magies. Voilà, on a tout dit. Donc, en soi, si vous voulez l'inclure en carte de first, c'est totalement envisageable. C'est juste que comme les pièges continus qui stoppent pas les invocations et tout, bah, c'est moins fort en ce moment à cause de Hext, bah, c'est moins mis en avant, mais voilà. Heavenly. Alors, Heavenly, moi, je pense que dans des sides ou dans des stratégies board breaker, ça peut s'entendre. Même main deck. Pour moi, elle est soit là, soit là. Je trouve que si tu as une stratégie breaker, Heavenly, ça fait partie des très bonnes cartes. Le seul souci, c'est qu'il faut que tu sois capable d'assumer le fait que tu aies des cartes mortes en first. Et c'est pour ça que souvent on va la retrouver dans les side decks si on la retrouve quelque part. Maintenant, elle est très spécifique parce que c'est dans vraiment certains decks qui peuvent la jouer. Mais je la trouve très forte overall. Donc je la mettrai là, mais elle a plein de points intéressants. Sur des boards Mitsurazil ou sur des boards Malice, c'est pas dégueulasse du tout. Dans le cadre de l'adversaire a pas mis Omni Negate si je joue Malice, on va dire. Ok. Fanta, trop spécifique. Pour le coup, c'est trop spécifique. Genre, il peut être dans les sides contre Malice, mais contre les autres decks, il arrive trop tard dans les tours. Il n'y a pas beaucoup de decks qui ont la place d'aller jouer une carte comme ça et pas directement une réponse aux menaces adverses. Donc c'est difficile de l'inclure. Pour moi, je la mettrais ici. Ouais. Ensuite, Droplet. Ouais, stratégie board breaker, je pense qu'elle est. C'est quasiment la meilleure. Donc, donc évidemment qu'elle est inclue. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ghostbell, moi je la mets dans overrated. Parce que c'est une carte où on en a fait tout un fond au départ du format pour la plupart des gens. Beaucoup de gens l'ont joué, beaucoup de gens ont dit qu'elle était exceptionnelle, juste par sous prétexte qu'elle annule les Mitsurugi dans le grave et qu'elle annule Prayers. Et en vrai, voilà, c'est tout. Parce que annuler le terrain Malice, hormis s'il l'utilise en starter, c'est vraiment anecdotique. Euh, Après, bon, peut-être que trade dans le Wizard, c'est pas dégueulasse, mais ça reste des steps qui arrivent très très tard dans le tour, donc c'est pas terrible. Et même les steps Mitsurugi dans les decks Ryzen Mitsu, ça arrive très tard, donc il faut déjà avoir stoppé les Ryzen et tout pour que ça ait de l'impact, sinon il va y avoir cross face-up, ça va être difficile pour toi d'interagir avec. Et pendant ton tour, contre les variantes Mitsu qui vont essayer de faire Prayers, tu sais jamais si tu veux Ghostbell la Prayers. Et dans ce cas-là, il déclare Murakumo, il le reborn, il fait quand même Raigeki. Ou si tu gardes ta Ghostbell et au final, ça se trouve, il va le reborn avec Prayers, son Murakumo, et tu pourras pas le Ghostbell après. Donc pour moi, elle est overrated, je la trouve pas ultra bonne. Même pas bonne, overall. C'est mon opinion, hein, mais voilà. Sinon, si vous la trouvez bonne, vous pouvez l'inclure dans les stratégies Entrap, évidemment. Euh... Mourner, je pense qu'elle est trop faible, juste. Genre, je la mettrais là. Je la trouve juste trop faible. Mais après, pareil, elle peut être dans les stratégies Entrap.
Elle peut être dans les side decks de manière très spécifique si t'as vraiment un besoin, mais je la trouve juste trop faible overall. Difficile d'inclure cette carte dans ton deck. Ogre, je pense que je la mets là. Merci beaucoup, Shura. Je pense que Ogre, je la mets là. Elle peut être dans les stratégies Entrap, évidemment. Beaucoup de gens ne la jouent plus. Parce que, en théorie, contre Mitsurazil, elle est vraiment faible maintenant que les gens, pour en tout cas une bonne partie, jouent Star. Et que donc ils mettent le terrain en place sans résoudre le duo drive. Donc la carte, maintenant qu'elle a plus le duo drive en tant que target et que les decks Malice ont chopé beaucoup de steps capables d'aller mettre la lien 3 en premier lieu sur le terrain, bah, la carte individuellement, elle produit moins et donc elle est vue comme étant moins forte. Je pense quand même que combinée, elle a de la gueule. C'est une carte que je pourrais envisager dans un deck qui joue beaucoup d'entrap, mais au vu de sa présence dans le format, je serais obligé de la mettre là, je pense. Parce qu'il faut vraiment aller jouer beaucoup d'entrap pour qu'elle soit bonne. Et c'est pas beaucoup de decks qui font ça, tu vois. Aujourd'hui, les decks sont plus sur des stratégies comme celle-ci que quelque chose qui va utiliser Ogre et tout. Après, en vrai, je pourrais dire la même chose de quelque chose comme Veiler, hein. Donc, bon, peut-être que je mettrais Veiler au même endroit, tu vois. Après, pour moi, si tu joues beaucoup d'entrap, cette carte, elle est là. Alors que celle-là, même si tu joues beaucoup d'entrap, je pense pas qu'elle soit ici, tu vois. C'est là la différence pour moi. Thierry, je vais pas en parler, ça sert à rien. Sister, je pense que c'est hors sol. Genre, c'est pas une discussion, c'est juste une carte trop bizarre. Genre, c'est pas vraiment Yu-Gi-Oh, on va dire. Gno Material, là, y a pas grand chose à dire. Guardian Slicer, pour moi, elle est trop faible pour être dans les stratégies board breaker. Pour moi, elle est vraiment très spécifique. Si tu joues un deck qui a pas trop besoin de ton extra deck, la carte est pas mal. Et encore. Donc, ouais. Dans une stratégie trap, il n'y en a pas un tas de bien, donc Ogre devient bien, non? Ouais, exactement. C'est pour ça que pour moi, je l'envisagerais dans un deck qui joue énormément d'entrap, qui a beaucoup de place et qui a pour but d'aller jouer une stratégie d'entrap. Mais, euh, mais elle est plus difficile à rentrer que ces cartes-là qui sont très bonnes. Donc en théorie, elle peut être considérée comme là. Elle peut être considérée comme là. C'est juste que c'est très peu représenté, quoi. Gozen, nani, nana, tout ça c'est naze. Feather. Feather, je pense que c'est l'une des meilleures des stratégies board breaker de très très loin. Elle est très très forte. Parce que c'est une première step et que tu vois des cartes comme Droplet, ça en est pas forcément. Il te faut des cartes qui vont déclencher des choses sur le board adverse, l'obliger à interagir avec toi et laisser de la place à ton engine après. Donc Feather en fait partie. Je mettrais LS aussi, mais c'est moins représenté bizarrement alors qu'en vrai c'est à peu près la même chose. Mais je pense que c'est à peu près la même chose. Herald of Orange Light, si tu peux la jouer dans les stratégies and traps, c'est la meilleure. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. Euh... Imperm. Imperm, je pense qu'elle rentre partout, mais elle est moins forte qu'Impulse. Elle peut être considérée dans les stratégies board breaker pour avoir une carte qui interagit avec le terrain adverse lorsqu'il développe de manière à pouvoir stopper un point fixe si tu as déterminé que c'était important dans ta stratégie. En tout cas que ça aidait. Ou elle peut être jouée dans les stratégies end trap pour pouvoir vraiment bah, continuer à accumuler des end-traps et à stopper ou ralentir beaucoup l'adversaire, quoi. Pour moi, elle rentre partout quasiment, elle est excellente. Ah, je rentre partout aussi, non, ouais. Pour moi, non. Pour moi, moins que un perm, je l'ai décrit tout à l'heure, parce que dans les stratégies board breaker, c'est une carte qui, je pense, est souvent ajoutée plus en tant que carte d'engine contre les Mulcharmy que comme non-engine. Du coup, non. Euh, Tac, tac. Par exemple, un deck qui peut jouer des breakers mais qui craint pas les Charmy, c'est Mitsurugi pur, tu vois. Et ben Mitsurugi pur, il va pas jouer H, je pense. S'il joue la version avec des breakers, je pense qu'il joue juste pas H Blossom. Parce que comme il a pas peur des Charmy, bah en fait, on voit directement qu'il utilise des engines qui ont le plus de sens dans le format et c'est pas H, au final, quand tu joues une version breaker. Au contraire, un perm, j'ai entendu dire que c'était nul versus Mitsurugi. Bah, oui et non. Comme dit, tu regardes la liste des joueurs Mitsurugi, des bons joueurs Mitsurugi récemment, le gagnant du YCS, etc. Il jouait un perm dans le main. Il joue pas forcément un perm pour le mirror match. Il joue un perm parce que
Je pense qu'ils savent que c'est un tournoi où tu vas pas tomber que contre ce deck-ci. Et donc il faut être prêt contre le reste et que c'est une carte qui est excellente contre le reste. Contre Mitsurugi, elle a peut-être pas la meilleure application, mais elle va être capable, si tu joues une version breaker, d'empêcher un moment clé de se résoudre, et ça peut être important, ou d'être utilisée comme un semi-breaker et d'aller trade dans un Detto ou des choses comme ça. Soit, bah, elle va être utilisée du coup, on va dire, dans des stratégies end-trap pour cumuler les non-engine, et dans ce cas-là, même contre Mitsuraisil, tu peux très bien lui faire passer son tour en piochant 2 ou 3 end-trap. Donc c'est loin d'être honteux comme carte. Je mets pas les trucs très peu représentés, les gars, on s'en fout, hein. Les cachetières ont totalement disparu, c'est marrant. Nib. Alors, Nib, pour moi, elle est bizarre. Pour moi, Nib est extrêmement bizarre parce que il y a deux situations. Déjà, la carte, elle est moins représentée en ce moment, je trouve. Parce que contre les variantes de Mitsu, elle est vraiment faible. Que ce soit en first ou en second. Hormis stratégie vraiment tournée autour de la carte ou deck qui en a besoin parce qu'il joue tellement non-engine qu'il est obligé de la jouer, tu vois. Et dans ce cas-là, je la déposerai là. Le problème, c'est que c'est loin d'être dans les meilleures cartes versus Ryzen Mitsu. Mais il y a d'autres decks dans le jeu. Et contre quasiment tous les autres decks dans le jeu, elle est genre magnifique. Du coup, tu as cette dualité de qu'est-ce que je fais. Et je pense que si tu joues une stratégie trap, elle est soit dans ton main, soit dans ton side. Si tu joues une stratégie breaker, elle peut être considérée dans ton main parce que contre Malice, seule, elle fait vraiment du taf. Mais je pense que dans ce cas-là, elle serait plus dans ton side si tu joues une version breaker. Si tu joues une version end-trap, si tu joues un deck qui est basé quand même sur une line-up d'end-trap, je pense qu'elle peut être considérée dans ton main ou dans ton side aussi en fonction de combien d'end-trap tu as déjà dans ton main deck. Et oui, sinon, en théorie, elle est plus considérée comme une carte de go first, sauf qu'elle fait moins le taf en ce moment en go first, surtout contre Mitsurazil où elle est pas terrible en first, comparée à d'autres. Mais c'est vrai que contre le reste, en first, elle est très puissante. Donc, moi, je la mettrais ici, si tu joues une version N-Trap potentiellement là, ou là, et si tu joues une version Breaker, plutôt là, ou même nulle part. Je pourrais limite la mettre là, mais vu que les gens la jouent pas trop, bah, je pense que je vais plutôt la mettre là, quoi. Là. Ensuite, Mistaken Arrest. Mistaken Arrest, pour moi, c'est l'une des meilleures cartes du side possible, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Le Gnome, je vais le mettre pareil que la DDG et que la Sanctum, c'est les targets Trust, donc faut jouer Trust, puis il faut avoir la place de rentrer plusieurs targets différentes et tout, donc c'est assez spécifique. Ensuite, tu as Jugement, Strike, Warning, bon, qui pour le coup vont avec la carte à 2500 là. Carte à 2500 que je devrais mettre là en vrai, puisque bah pareil, il faut quand même un deck très spécial pour pouvoir la jouer. Je pense que c'est un peu comme les bestiales à ce niveau-là. Tac. Ouais, mais ces trois-là, elles sont relativement génériques et fortes, ça dépend vraiment de ton besoin, mais elles sont. Je pense que tes cartes de first, elles sont soit l'une de ces cinq-là, soit plusieurs de ces cinq-là. Et après, ça va se jouer entre les cartes d'en dessous qui sont des targets à trust, quoi. J'ai l'impression que c'est le format qui demande de plus réfléchir à son timing de Nib. Genre, il y a des fois où tu vas Nib un Mitsu, il va faire du plus sur le timing. Oui, bien sûr, après, c'est pas forcément si difficile que ça. C'est pas une réflexion particulièrement poussée comparée à d'habitude, mais oui, faut réfléchir à son Nib. J'ai envie de dire comme un peu toujours. Tronus, pareil, je pense que c'est une carte vraiment spécifique de dingue. Moi, je l'envisagerais en tant que breaker, dans les stratégies breaker, je l'envisagerais. Le truc, c'est qu'il y a Droplet en ce moment qui a l'air de faire plus le taf parce que la carte est beaucoup plus générique que Tronus. Du coup, ce serait plus une carte de side deck dans peu importe l'approche, que ce soit breaker ou entrap, si tu as besoin d'une out à Detto ou si tu veux rajouter des breakers dans ton deck, c'est une carte qui s'envisage. Il n'y a pas Veiler, il n'y a pas Gamma. Si, il y a Gamma ici. Alors, Gamma. Gamma, pour moi, c'est une carte de side qui est totalement envisageable. C'est juste le driver qui est full sem. Mais en dehors de ça, la carte est vraiment bah, ultra, ultra forte. Donc, ouais, je le mettrais bah, là, dans ces cartes-là, quoi. Pour les cartes de second, on va dire. Totalement envisageable. C'est juste que, bah, faut le faire, quoi, après.
Bah, je mets son pote Delta avec. Pour moi, c'est des cartes totalement envisageables. Surtout si t'as une stratégie trap de base, vouloir les rajouter en plus, ça se fait. C'est juste faut accepter Driver dans ce cas-là et voir si c'est ok dans ton deck ou pas. Il y avait Veiler. Où est Veiler? C'est impossible qu'ils aient fait ça et qu'ils aient pas mis Veiler, non? Attends, c'est par ordre alphabétique, donc Veiler est vers la fin en théorie. Ultimate Slayer, Twin Twister, bah non, il est pas là. Les gars, je crois qu'il n'y a pas Veiler. Va falloir qu'on choisisse une carte pour remplacer Veiler. Ah non, il est à E. Effect Veiler, il est à E, je suis con. E, E, E. Lose one turn, donc c'est avant. Vous le voyez? Là, c'est trouve la carte. Ça va ou quoi, le famoso? Y a pas? Ok, bon, on la rajoutera à la fin. Salesban. Salesban, moi, je mettrais que c'est une carte envisageable dans le side, un peu à la Tronus. Je dirais pas que c'est les meilleures cartes, mais elles sont envisageables, honnêtement. Y a rien à dire. Typhon d'espace mystique à la place de Veiler. Ah ouais, vous voulez Typhon à la place de Veiler? C'est fou que Veiler ait même pas été considéré. Eh, mais je me suis trompé, j'ai mis Shardride à la place de Mistaken Arrest, non? Non, c'est ça Mistaken Arrest, je pense. C'est ça Shardride. Ouais. Ok. Euh, Je regarde. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai oublié, les gars, à inclure? Je pense pas, je pense que j'ai fait à peu près le tour, non? Ah, il y a ça. Ça, je la mettrai là. Ou là. Si tu joues une version Breaker et que tu veux une carte contre Malice, ça peut s'envisager. Sinon, je la mettrai là parce que le problème c'est qu'elle est trop morte contre Mitsuraisil. C'est pas possible. Slayer, je la mettrai avec celle-ci. C'est des out à déto slash à une menace on board. Je pense que tu peux jouer l'une des trois sans que ce soit honteux en fonction de ton deck, ouais. Et après, t'as Trust TTT. Bah, Trust TTT, ça va se jouer soit en main dans les stratégies board breaker, soit en side overall. Pareil, à la place de ces cartes-là dans l'idée. Et TTT, moi, pareil, je vous la conseille. Pas forcément en main deck. Je trouve que vous faites punir de dingue par Purulia ou par des cartes comme Imperm, comme Impulse et tout. Je trouve qu'en second, elle n'a pas énormément d'impact. Mais pour moi, dans un deck comme Mitsuraisil, ces deux cartes-là sont envisageables dans le main sans que ce soit une honte. Dans les autres decks du format, c'est beaucoup plus difficile et ce serait plutôt des cartes de side. Donc overall, je les mettrais là, tu vois. Xyz encore, si on a peur de la Trapper Pit, tu en penses quoi? Je pense que pour jouer Xyz encore, faut être un deck qui est capable de remonter un board établi. Euh, Non, je pense que Xyz encore, c'est une bonne carte. C'est juste qu'il faut le jouer avec un archétype très puissant. Où vraiment, si tu te débarrasses soit du Déto, soit de la menace de la piège harpie, derrière, t'as une chance de remonter la game, quoi. Mais sinon, moi, c'est une carte pareille dans ces eaux-là que j'envisagerais. En fonction de mon deck, bien sûr. Si je comprends bien ta logique pour toi, si tu entends la stratégie de Charmy, c'est soit 6 ou 9 quoi. De quoi? Dans le main? Non, pas forcément. Surtout que tu peux jouer autour de Xyz encore en faisant effet Castel, du coup il a plus de matos, tu peux pas l'Xyz encore. C'est vrai. Je sais pas si. Ouais, si, c'est vrai. En théorie, ouais. Après, est-ce que les gens le feront? C'est autre chose. Et puis, tu peux toujours out le déto. Après, si le but c'était d'out le vent machin, bah oui, t'es pas content. Bon, bah peut-être que en théorie, alors, vu qu'il y a cette stratégie-là, tu peux le mettre là en théorie. Du coup, tu trouves pas ça pertinent de jouer TTT pour la variance en strat and trap? Je vois pas du tout ce que tu veux dire par là. Tu parles de quoi, Mehdi? Si tu joues ma liste toi-même, ça s'entend, sinon je suis pas fan. Je sais pas trop de quoi tu parles. Ensuite, on a quasiment tout fait, hein. On a quasiment tout fait. Il y a cette carte-là qui peut s'entendre, mais c'est très spécifique. C'est dans des stratégies breaker où tu as besoin de semi-breaker. Ça peut interagir avec les Mitsurugi pas mal. Ça peut interagir dans des decks pour être un semi-extender. Ça peut s'entendre, franchement. C'est pas une carte dégueulasse du tout. Mais c'est très 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 spécial. Herald Orange, j'en prenais un trap, je la trouve trop coûteuse réellement. Je pense que c'est une carte qui est trop trop forte pour pas être jouée dans les stratégies où elle existe. Vraiment, vraiment. De super poli. Ouais, peut-être, ouais.
Je m'exprime mal, mais tu peux dire une stratégie entrap et tu mets une TTT random. Si tu la draw, c'est fine, sinon OZEF. Mais c'est pas du tout. C'est pas positif ce que tu viens de dire là. Dans Yu-Gi-Oh! L'objectif, justement, c'est d'aller se construire un deck qui va te donner des mains qui gagnent. Et donc pour ça, il faut étudier ce qui gagne ou pas. Et derrière, essayer de construire un deck, il le fait souvent. Le fait que TTT fasse quelque chose de très spécial, c'est pas un bénéfice en soi. Au contraire, justement. S'il y avait beaucoup de cartes comme TTT, ce serait des stratégies bien plus facilement mettables en place. Là, TTT, c'est en first, une carte qui a un impact très aléatoire en fonction de si tu te fais interagir avec ou non et en main phase. Donc tout ce qui est Purelia et tout, ça peut te punir. Tout ce qui est Imperme Impulse, ça peut te punir. Tout ce qui est le mec n'interagit pas avec toi et ton board n'est pas suffisant parce qu'il joue des breakers, ça peut te punir. Et en second, bah, la carte, elle te demande de d'abord faire interagir l'adversaire avec toi pour derrière pouvoir l'activer. Donc elle te demande de soit mettre en péril de l'archétype de l'engine au départ de ton tour, soit... Donc c'est une deuxième vague de push. Donc c'est très très difficile à mettre en place. Je trouve que c'est une carte qui est très puissante dans des situations où plus ton win rate de base est bas, plus la carte va t'aider parce que bah, elle peut te faire gagner une game aléatoirement. Mais par contre, elle peut aussi t'en faire perdre. Donc voilà. Shardra est trop nul. Trop nul. Tout ce qui est Kaiju, Kurikara, Sphere, t'en penses quoi? Je trouve qu'il y a peu de decks dans le format qui peuvent les exploiter, donc je les ai même pas inclus. Overall, sinon, si c'est des cartes que tu peux exploiter via ton archétype, ça s'entend sans plus, quoi. Du coup, Veiler, on le met où par rapport à Infinite? Bah, du coup, pour Veiler, je vais mettre Denko à la place. Et moi, Veiler, je le mets avec Ogre, en théorie. Je pense que c'est le même genre de carte où, en fonction de la stratégie que tu joues, plus tu vas avoir d'entrave dans ton main, plus c'est des cartes que tu peux considérer. Et... Mais évidemment, genre, si tu joues que 2 ou 3 entraves dans ton deck, tu peux pas jouer Veiler, genre. Reta contre... Alors qu'une carte comme Purge, une carte comme Impulse, une carte comme Imperm, une carte comme Herald, une carte même comme H à cause malheureusement de sa force en first contre les Charmy, c'est des cartes que tu envisages ou que les gens envisagent même quand ils jouent peu d'entrap. Ce qui est pas le cas de Veiler, ce qui est pas le cas d'Ogre, pas le cas de Nib, en tout cas peu. Les Charmy et Purelia, pour toi, il y a conflit d'attributs car j'ai un pote qui me dit de jouer les deux. Les Charmy et Impulse, tu veux dire ou Purge, pardon. Conflit d'attributs, bah non, je vois pas le. Non, je vois pas le rapport. Si j'ai bien compris la question. Un avis sur le Miradora ou pas envisageable? Pour moi, dans ce format, il est trop nul, mais en théorie, il est jouable, mais il est trop nul. J'en parle même pas parce qu'il est vraiment trop nul. Tac, tac, tac. Ça, si tu joues une stratégie breaker qui va jouer des Foolish Ball Goods ou qui discard beaucoup, c'est exceptionnel. C'est que c'est pas le thème en gros. Là, on parle de non-engine qui a pour but d'interagir avec ton adversaire, et ça, c'est des cartes qui t'aident en first ou une carte qui n'a rien à voir avec Yu-Gi-Oh, on va dire. Purelia Water et Dominus Purge, il me dit de jouer les deux. Ouais, bah, je vois pas le problème. Quand tu vas activer Purelia en stand-by, tu auras jamais activé Purge avant, hein. Donc, oui, bien sûr, ça se fait sans aucun souci. Voilà. Voilà pour l'ensemble, on va dire. Comme ça, on leur a fait notre petite tier list des non-engine, qui n'est pas une tier list du coup, hein, qui est plus des catégories, on va dire. Mais si ça peut vous aider à avoir une opinion sur une carte, ou plutôt dans quelle stratégie est-ce qu'elle entre ou pas, bah voilà ce que j'en pense personnellement. Et n'oubliez pas que ce n'est que mon opinion, slash on discute un peu avec le chat, mais ça reste que mon opinion et je peux soit me tromper, soit mal m'exprimer et donc donner un point de vue, penser quelque chose et mal le dire et donc que vous le compreniez mal. Euh, ou ne pas avoir en tête votre contexte à vous et que ça ait moins de sens pour vous. Donc essayez de réattribuer ce que je raconte, de filtrer ce qui vous intéresse ou non, de prendre que ce qui vous sert et surtout de le réattribuer à votre situation à vous. Parce que, parce que ça change beaucoup de choses. Si, Belle, je l'ai mis là-dedans, la pauvre. Je l'ai mis là-dedans, je la trouve vraiment naze. Et Fanta. Fanta, je l'ai mis là. Beaucoup de personnes rentrent Heatwave ces derniers temps. Y aurait-il une explication sensée? Euh... Non, j'en vois pas. Je sais pas du tout dans quel deck les gens rentrent Heatwave. J'avais même pas l'information que les gens rentrent Heatwave. Je pense même pas que ce soit vrai que les gens rentrent Heatwave. Et peut-être que c'est en mode contre les versions Charmy.
Plutôt que d'avoir ton TTT ou ta trust, tu main, tu hitwave le gars, le tour d'après, tu as l'option de le tuer grâce à la battle phase, et donc même s'il a des charmies en main, bah tu le bats quoi. Si c'est ça, bah c'est extrêmement toxique déjà, alors que ça n'a pas l'air dégueu, hein, mais c'est extrêmement toxique, mais c'est pas, ça fait partie des stratégies que les charmies amènent, hein. Quand tu sors des cartes aussi bêtes et méchantes, bah voilà. Hmm. Est-ce que spécifiquement contre Malice, tu penses que Bell peut s'envisager? Je pense que Bell, dans un cumul d'entrap contre Malice, peut s'envisager. Oui. Je pense qu'hormis ça, non. Tu trouvais une belle naze par rapport au fait qu'elle négate l'activation? Ça joue, mais je pense que je la trouve naze surtout parce que je trouve que négate le terrain contre Malice, c'est pas si fort que ça. Genre, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Et je trouve que contre les Mitsu, bah, elle fait pas son job ou elle est activée trop tard souvent. Je trouve que cette carte est activable dans les match-ups, mais que son impact est ridicule ou pas intéressant. En fait, elle apporte quelque chose, mais pas ce que tu veux. Du coup, genre par rapport au format. Du coup, je la trouve moins bonne que ce que j'aurais pu avoir comme opinion de base. C'est quoi la target gamma sur Mitsu Raizil? Ça peut tout être, hein. Ça peut être un Raizil de début de tour, ça peut être le Habakiri, ça peut tout être. Belle dans une approche board breaker, ce qui met bien contre Malice Mitsu. Contre Malice, dans une approche breaker, je trouve que en fonction de ce que tu as disponible, il y a mieux. Euh, je trouve. Parce que, en fait, quand tu empêches la marchière de s'activer, tu empêches quoi? En théorie, tu es censé empêcher et la MTP et la crypteur de revenir. On est d'accord. Le problème, c'est que les boards Malice aujourd'hui, déjà, il y a de plus en plus de gens qui font les boards topo et pas les boards avec l'Omninegate. Mais s'il y a l'Omninegate, il faut d'abord bait l'Omninegate pour que ça existe, ce qu'on vient de dire. Et surtout, s'il fait l'Omninegate, il a déjà des liens de board, des liens d'archétype, donc sa MTP est déjà en vie. Donc en fait, tu empêches que Crypteur en negatant Marcher. Donc trade une carte dans l'effet de Crypteur, en gros, c'est pas exceptionnel déjà. Euh, Surtout que dans ce cas-là, tu préférerais trade une carte plus tard parce que tu lui fais payer des life points, etc. etc. Tu prends le risque qu'il ait des bestiales et que donc il soit capable de remettre la crypteur on board via une autre manière de la remettre sur le terrain. Tu prends le risque qu'il joue GWC et que ta Gospel serve à rien, etc., etc., etc. Et contre Mitsu, dans une stratégie breaker, donc en second, pareil, je pense qu'il y a meilleur. Je pense que tous les bestiales sont meilleurs au moment où il tribute son monstre. Tu peux bestial en chaîne et là, t'es sûr de l'empêcher de revenir. En plus, tu le bannis et tu génères un body. Alors que Ghostblade n'est même pas sûr de l'empêcher de revenir, puisque si tu Ghostblade la Prayers, il déclare son Mitsu. Si tu négates pas la Prayers, il peut le reburn avec la Prayers. Voilà, je trouve que les bestiales sont meilleurs dans ce cas-là. Je trouve que Colby est meilleur dans ce cas-là. Je trouve que même une carte comme Monster Reborn en Quick Spell là, est pas mal, est meilleure dans ce cas-là. Je trouve que Tronus peut être meilleur dans ce cas-là si t'as une target. Droplet peut être meilleur dans ce cas-là. Black God peut être meilleur dans ce cas-là. Genre, il y a tellement de cartes qui peuvent être meilleures. Crow est peut-être meilleur. Donc, euh... Donc moi, je suis pas d'accord avec cet aspect-là. Maintenant, spécifiquement dans le spamming d'entrap contre Malice, c'est pas dégueulasse. Effectivement, tu mets où? Il n'y avait pas l'image, donc je l'ai représenté par Denko Seka. Pour moi, lui, Ogre, Enib, c'est des cartes que tu peux envisager pour surtout, genre dans des stratégies où tu joues énormément d'entrap et où du coup elles prennent du sens. Euh, Parce que sinon, c'est vrai que c'est pas les plus adaptés au format, en théorie. Retaliating, on n'en a pas parlé parce que c'est naze juste. Perso, ça va être 3 Fuvalos, 3 Purulia, 3 Herald Light, 3 Purge, 3 Imperm, 3 H. Ouais, je peux comprendre. Franchement, ça c'est pas dégueulasse hein, comme line-up dans un deck Melo. C'est quoi la carte à la fin des Board Breakers? C'est Black God Love. Rire de la chèvre noire ou un truc comme ça. Du coup, Boardbreaker, tu go second? Non, il y a des stratégies qui go first, mais qui jouent des cartes comme Droplet, des Charmy, Feather, Droll, en tant que non-engine dans le main deck. Donc le maître mot pour le CDF avec les non-engine, c'est générique. Oui, je pense que le maître mot pour les non-engine à un tournoi comme le CDF, c'est générique, oui, je pense. C'est toujours une balance risque-gain de toute manière, mais je pense qu'en tout cas au CDF, c'est important. Surtout que il faut pas se fourvoyer.
Il y a 2600 joueurs, il y a 64 places en top 4. Donc la plupart d'entre nous, on se bat en réalité pour essayer de faire un bon résultat, c'est-à-dire accéder au jour 2. C'est ça la vérité, pour la plupart des gens. Qui est beaucoup plus envisageable derrière, parce que c'est un dixième à peu près des joueurs qui vont y accéder, un peu plus. Peut-être un huitième. Donc ça, c'est un résultat qui est envisageable pour tout le monde, quasiment tous les niveaux, qui peut se faire. Et pour ça, il faut survivre au jour 1. Et pour survivre au jour 1, bah, il faut savoir se battre contre les decks qui sont représentés lors du jour 1. Et là, c'est un peu de tout. Donc si tu joues une stratégie qui n'est pas générique et que tu as un niveau qui n'est pas assez haut, bah, tu peux te faire surprendre et, et ne pas passer le jour 1. Tout comme à contrario, ça peut te réussir de dingue parce que c'est des cartes très fortes dans des situations et te faire aller loin dans le tournoi, tu vois. Mais bon. Ouais, c'est bien dit ça, Jérémy, merci. Effectivement, les gars, à 20h, il y a des places pour le CDE. Si vous n'aviez pas votre place, n'hésitez pas à aller la prendre. Et le Plumeau et Orage, tu les mettrais main dans certains decks, mais Gopher, c'est compliqué, non? Je suis d'accord, mais en fait, il y a des decks qui ont. Dans les stratégies board breaker en règle générale, tout comme les gens jouent les Charmy en Gophers, tu vois. Et pourtant, les Charmy, quand tu Gophers, bah, ils sont nuls. Bah, c'est pareil pour Feather ou Lightning Storm. Il y a des decks qui peuvent se le permettre. C'est rare, mais il y en a. La meilleure version de Mitsu Raizil. C'est-à-dire la meilleure version de Mitsu Raizil. Bah, Mehdi, je pense que tu vas sur le Twitter de Yu-Gi-Oh! Europe, je pense. Ou Yu-Gi-Oh! Même je pense que Breakflip, ils ont dû retweeter, j'imagine. La catégorie hors sol, c'était juste des cartes qui correspondent pas à ce dont on parlait, parce qu'on parle de cartes pour interagir en second, et ça, c'est des cartes qui t'aident en first ou dans des situations très bizarres. Entrap ou Breaker. Pour moi, Mitsurugi Raizil, je pense que la version Entrap. En fait, c'est quoi la différence entre la version Entrap ou Breaker? Parce que si, quand on parle d'Entrap, on parle de Charmy et de Droll, je pense que ces cartes-là doivent être dans le deck, évidemment. Après, c'est plus sur Ash Blossom, Impermeable ou perso, j'aurais des doutes, je remettrai peut-être en question. Et après, si c'est pour ajouter des breakers, ça peut s'entendre, mais faut pas oublier que c'est peu générique, que en fait c'est une approche totalement différente. Pour moi, il y a une approche qui est plus faite pour essayer d'aller battre les decks du format, il y en a une qui est plus faite pour essayer de se solidifier en first et d'être capable de battre les decks X ou Y du CDF. Donc, si moi je devais jouer Mitsu Raizil, personnellement, je pense que j'aurais joué une line-up. Bon, les Charmy, les Drolls, oui, mais des breakers derrière plutôt que des entraps, je pense. Mais ça veut pas dire que ça correspond à tout le monde, hein. Moi, je pense que le joueur moyen, ou moyen plus, il y gagne à jouer des entraps dans ce deck-là en plus des non-engine normales, on va dire. C'est mon opinion. Merci, Jérémy. Je sais qu'Hydrofuva plus Purlia, ça m'est arrivé une fois depuis c'est side deck. Faut essayer de pas être biaisé par une situation qui arrive aussi peu, mais oui, c'est le genre de situation qui fout la haine. Ouais. T'en penses quoi des caches du coup? Je les trouve dégueulasses, tout simple. Hormis en tant qu'archétype lui-même, ou, tu vois, ou card engine, mais en tant que non-engine, ils sont hors sujet, c'est même pas des non-engine dans le format actuel. T'inquiète, Firehawk. J'hésite à jouer Flunder juste pour pouvoir tuto Fuvalos. C'est vrai que ça tuto Fuvalos, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ton Fuvalos? C'est ça le problème. Ok, bon bah je pense qu'on en a terminé pour ça. Je vous ai donné une opinion qui vaut ce qui vaut. Euh, à savoir que en réalité, si je le faisais sérieusement, que la création de contenu c'était archi sérieux pour moi, que je jouais pas le CDF, bref, que je pouvais dire tout ce que je voulais, etc. Je le ferais probablement deck par deck. Et si tu le fais deck par deck, il y a beaucoup de choses qui changent parce que là, il y a des cartes qui sont dans des catégories. J'ai essayé de mettre des catégories qui correspondent plus ou moins à des stratégies, donc à des decks X ou Y, mais c'est pas assez précis. Donc prenez tout ça avec des pincettes. Essayez d'entendre plutôt le discours que où est-ce que la carte est placée, tu vois. Parce que c'est plus pertinent. C'est verrouillé. Exactement, Ken. C'est verrouillé. Droplet, tu penses que c'est ok dans Ryzen Mitsu? J'ai du mal à me dire qu'elle synergie bien avec le deck. Moi, je trouve Droplet vraiment bonne avec Ryzen Mitsu, mais c'est mon opinion. Tu fais Ryza Boons ton board, ensuite tu fais le mec. Si vous avez de ces idées, les joueurs Flunder, c'est cataclysmique, hein. Ok. Non, bah écoutez, voilà, on a fait le tour de ça. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez aborder pour le CDF qui ne sont pas du coup des avis sur des non-engine? Bon, après, si vous avez des questions sur des non-engine, n'hésitez pas, hein. Akan, la Akatsupi va t'attraper, t'es leur bounty.
Moi, je le dis ici, si vous connaissez des gens de la Katsupitre, s'il vous plaît, communiquez-leur. Si un joueur à Katsupitre bat Akan lors du week-end, je lui achète une display Rarity. Mais il faut qu'il le batte en tournoi officiel. En tournoi officiel, c'est-à-dire au CDF. Ouais, au CDF. Parce qu'en 3v3, il est capable d'abandonner pour avoir la moitié de la display ou un truc comme ça. Mais au CDF, si un joueur Akatsupitre bat Akan, c'est display Rarity. Si ouvre ce display qui veut un truc qui vaut à peu près le même prix ou un peu moins, ce qu'il veut. 100%. Direct. Je vous le dis, ça part direct. Mais trichez pas. Donnez pas le maillot à vos potes qui sont pas de la team. Il faut que ce soit legit, sinon c'est plus drôle. Tweet pour la preuve. Je vais pas tweet ça, frère. Ça n'intéresse personne. Mais je te donne ma parole. Je te donne ma parole. T'as le replay. T'as le replay. J'aimerais avoir un avis sur les... C'est vous qui devez tweet ça. C'est votre team qui doit tweet ça. C'est pas moi. Tu vois que c'est possible d'apprendre tous les combos malice en un jour? Oui, oui, les gars, oui. C'est pas le problème, c'est pas les combos malice. Le problème, c'est l'archétype, genre la compréhension de l'archétype malice et des situations. C'est ça le problème, c'est pas les combos. Malice, il n'y a pas de combo de toute façon. Il y a des manières optimales de jouer des situations, mais il n'y a pas de combo en réalité. MDR et même Konami donnent pas autant. Oui, mais là, ce serait. En fait, il y a pas d'équivalence là. T'as trop parlé. Comment on fait pour dormir assez pour le week-end du CDF, notamment entre le samedi et le dimanche? Alors là, je suis désolé frère, mais ce n'est pas certainement pas moi qui vais te donner un conseil là-dessus. Certainement pas. Mais en fait, je pense que le plus dur c'est dormir le vendredi assez, je pense, plutôt que le samedi. Samedi, voilà, t'as fait le tournoi, t'es déjà fatigué, tu rentres, tu dors, voilà. Mais vendredi soir, t'es avec tes potes, tu te rends pas compte que le tournoi il approche. Donc c'est plus difficile. Ah mais c'est vrai qu'en plus il y a la Ligue des Champions. Bah c'est pas grave, se coucher à minuit ça passe les gars. Les gars, se coucher à minuit ça passe. Non, somnifères, opiacés et tout, je vous conseille pas, ça peut créer des addictions et tout. Faites pas ça. Enfin, faites ça mais avec très 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 attention dans ce cas-là. Gab organise des mini-matchs avec Akatsuki, je pense que ça a rappelé l'Akatsuki. LDC, un bordel, ouais. Où tu dors pas. Tu penses que le G1 va se terminer à quelle heure? Je pense que j'ai confiance en l'organisation du CDF cette année, avec tout ce que j'ai vu cette année. J'ai été témoin d'une très bonne organisation au French Open. Donc je pense que ça va être très bien. Donc, ça commence à quelle heure? Dites-moi ça commence à quelle heure? Et je vous dis à quelle heure ça va se terminer à mon avis, le J1. Le CDF sera un très bon fonctionnaire de mon côté pendant que je peindrai mes figurines. Ici, c'est taf le samedi, donc RIP. Mais c'est pas grave, t'auras les streams pour suivre, que ce soit le stream officiel, ou je pense que Vince va le stream, ce sera très bien aussi, le restream. Il y aura les restreams de créateurs de contenu américains peut-être, ou européens, qui ne sont pas français. Donc voilà. Ah pardon. J'aimerais avoir un avis sur la noob de Nanjin concernant les decks de haut ceiling comme les Finsmith variantes par exemple avec Razil Finsmith Mitsu. Breaker, je pense. Breaker, slash Droll, slash Charmy, je pense. À mon avis. Après, si t'es à l'aise autrement, je peux comprendre. Le problème, c'est que ton deck va être très faible au Charmy lui-même. Donc, en fait, tu vas avoir du mal à jouer ces cartes-là à cause de ça, tu vois. Mais dans l'idée, en second, c'est ça qui va te réussir le plus. Faites gaffe aux omnifères, j'en ai déjà pris pour bien dormir et assumer un retour de festival. Bah, j'avais encore les effets le lendemain au volant, faites très gaffe. Non, non, les gars, les somnifères, tout ça, c'est pas des blagues, hein. C'est vraiment pas des blagues. 9h30, 9h, 20h de privé pour l'instant. 9h, il y a 9 rounds. Franchement, s'ils finissent à 20h, c'est incroyable, les gars. Donc, j'y crois moyen. 21h, je trouve que ce serait bien. Si ça finit à 21h, max, mais genre 21h, on est sorti de la salle et tout, c'est déjà très bien, je trouve. Si ça se finit à 20h, bah, c'est parfait parce que ça laisse aux gens le temps de rentrer et tout. Perso, j'hésite encore à lock Malice, j'ai pas pu traîner tant que je pensais. Mon backup, c'est Fire King.
Je capte. Après, c'est deux decks de niveau très différents, on va dire de pertinence très différente dans le CDF. Ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, c'est avant tout de pouvoir t'exprimer avec ton deck, etc., peut-être que Fire King, avec qui tu es le plus à l'aise, c'est plus pertinent. Si tu penses qu'il a une chance dans le format un minimum et que tu as un build déjà fait et tout, ça peut avoir du sens. C'est pour jouer Malice, mais le jouer mal, ça sert à rien. 21h, il y a match. Bah, c'est pour ça que je dis que 20h ce serait parfait, mais bon. J'espère qu'il y a des supporters du PSG dans l'équipe de Judge pour finir à temps. Eh, c'est une bonne technique, ça, hein. C'est une très bonne technique, ça, hein. Gab, il faut absolument que tu lises en live ce tweet de la Arès Pitié. Mais si tu me mets dans une situation où derrière, si je le lis pas, c'est bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu me mets dans la merde, là, en fait. C'est quoi ce tweet? Ah! Ah, vous voulez que je lise ça? Allez, vas-y, je vous fais ce plaisir-là. Allez, je vous fais ce plaisir. Allez, allez, allez. J'aurais aimé ne pas le faire, je vous tiens à le dire. Mais bon, donc désolé aux gens que je vais embêter avec ça. Donnez-moi une seconde, je vais me débrouiller, je sais pas comment encore, mais je vais me débrouiller pour vous lire ça bien. En mode thread, 2 secondes, tac, tac, hop. Donnez-moi une seconde, les gars, je cherche à faire fonctionner ça bien pour vous. Euh, tac, tac. Comme ça, je peux vous le grandir après si je le coupe. Parce que c'est écrit en petit, c'est un tweet, c'est écrit en petit. Hop, hop, hop. Voilà, je vous fais ça comme ça, je vous le mets en grand et on peut le lire ensemble si vous voulez. Hop, et je vous enlève l'overlay et on est bon. Vous êtes des gamins en tout cas, hein. Où est-ce qu'elle... Où est-ce que mon truc? C'est là, voilà. Ok, donc, vous voyez bien là, c'est bon? Donc déjà, peut-être vous connaissez pas, c'est chaque année c'est la même chose. Depuis déjà très longtemps, depuis que moi je joue, il y a ça quasiment. Et en gros, Nadir, c'est un judge qui habite en région parisienne. Et chaque année, il fait ses pronostics un peu humoristiques qui font référence à des trucs, etc. Donc c'est de l'humour évidemment. Ça peut être un peu piquant. Voilà, c'est fait pour. Mais c'est rien de sérieux, sérieux. Ok? C'est rien de sérieux, sérieux. Donc je vous mets déjà le lien, peut-être que ça vous... Peut-être que vous voulez avoir le lien. Hop, si vous voulez aller le lire vous-même ou mettre un petit commentaire ou un petit like pour la res ou quoi, ou partager le truc, ça peut être toujours sympa. Du coup, ouais. La légende Nadir nous fait l'honneur de nous révéler en exclusivité ses pronostics pour le championnat de France 2025. Nadir, un des judges, nanani, et c'est une tradition qui l'entoure. Chaque année, il a des pronostics. Pendant longtemps, ça a été sur la page résultats Yu-Gi-Oh! France. Nanana. Il nous les livre donc pour le Twitter. Super. Alors, nous sommes à quelques jours du CDF. À quand? On vous invite à donner votre avis en commentaire, à lire avec humour. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, il me met moi. C'est comme le PSG en Ligue des Champions. Et si c'était la bonne année? Je pense pas. Après avoir vaincu la malédiction du pas de top en CDF. Ah ouais, carrément? Chaque année, il fait mieux qu'avant. Top 128, top 150, top 16, top 2. Si on suit la logique, il doit gagner, sinon il restera dans l'histoire à jamais le premier à avoir perdu une finale versus un étranger. C'est vrai, ça fait mal au cœur. Cette année, il ne pourra pas se cacher car il va passer en stream dès la round 1. Ça, c'est injuste. Ça devrait pas être moi en stream round 1. Ça devrait être Tristan. Le dernier gagnant CDF qui va participer à ce tournoi, c'est Tristan. Donc ça devrait être Tristan en round 1. Vous êtes des bâtards. Moi, ça m'arrange pas de passer en round 1. Ça m'arrange vraiment pas. Point fort, il fait les decklists de chaque américain qui attend pour YCS. Point faible, il a juré qu'il ne jouerait pas les Mulcharmy et il prendra sa retraite après le CDF. C'est sa dernière chance. J'ai pas dit que je prendrais ma retraite après ce CDF, mais ok. Et il a juré qu'il jouerait pas les Mulcharmy. J'ai pas juré. Mais en l'occurrence, dans ma liste actuellement, il n'y a pas de Mulcharmy. C'est vrai. Il y a déjà plus de tickets pour le CDE? Aïe, 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 les gars, c'est chaud, hein. Bon, bah ouais, écoutez, moi, les gars, je pense que
Ça aime beaucoup en faire beaucoup sur moi, en mode si derrière je fais un mauvais résultat, je sais très bien comment ça va me tomber dessus. Moi, je joue pas le mec humble ou quoi, je suis premier degré. Je... Cette année, je me sens pas plus prêt que d'habitude ou quoi. Je pense que je pense que je me suis préparé moins bien et en moins grande quantité que d'autres années. Donc, je pense que je vais faire un bon résultat probablement, mais je me sens pas dominant comme j'ai pu l'être à d'autres CDF à mon avis. Que ce soit moi ou que ce soit le groupe d'ailleurs, parce que c'est un truc de groupe on va dire plutôt. Les autres années, que ce soit le CDF ou avec Salah de Tristan, que ce soit le CDF avec Cash Tira de Tristan ou avec Runic de mon côté, ou le CDF avec Snake Eye, c'est des CDF où en rentrant dans le CDF, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais on savait qu'on avait de très bonnes chances de faire un très très gros résultat, voire de le gagner, on le savait. Cette année, c'est différent. Je pense qu'on a quand même moins de chances de faire un bon résultat en tant que groupe. Mais on verra. On verra. Renvoyer la balle à ton pote, bah bravo l'amitié. Les gars, je vous le dis, ça devrait être Tristan. C'est cet enfoiré Danto Lopez, il me laisse dans la merde. Alors que c'est lui qui devrait passer, c'est lui le champion. Mathieu Bricard, code 90%. Après son deuxième CDF gagné, il a dit je suis là pour marquer l'histoire, je suis là pour marquer la story. Bref, bon, si vous connaissez pas, vous connaissez pas. En même pas 2 ans, des lois j'ai instauré. Bon, bref. Il vote dans l'histoire en gagnant 2 CDF et un YCS. Avec 2 CDF, il serait une légende du jeu. Il est encore jeune, il pourrait prendre 3 CDF s'il prend celui-ci. Ouais, il a la place. Je pense pas qu'il le gagnera cette année, mais il a ses chances. Point fort, la Team Ares l'a sauvé. Il peut enfin jouer un deck cher. Il n'a pas fait de vidéo de 3 heures pour dire que le format est nul cette année. C'est vrai que c'est son style à Mathieu. Point faible, il doit entraîner Super Zulu à une semaine du CDF. Il ne pourra pas faire 60 heures de playtest et il doit jouer des decks de zinzin pour gagner. Il n'a jamais topé au CDF sans Borel End. Ça, c'est drôle. Ça, c'est une anecdote de fou. Il a jamais topé au CDF sans jouer Dragon. C'est vrai, puisque les 2 fois où il top, il fait finale et il joue Dragon. Et même la fois où il top pas, il jouait Dragon. Il jouait Dragon. Non, il jouait Purely Tempai. Donc c'est des dragons, mais bon. C'est marrant quand même. Imaginez, il se ramène avec Dragon Link encore. Sébastien L, et qui est Lampi Yu-Gi-Oh! Mais non, mais c'est abusé de parler de Lampi. Il est connu en tant que 40%. Il est connu en tant que caster OICS et des pays proches d'Allemagne. Il est aussi sur Twitch où il joue des Master Duel Cup. Faire un top sur Master Duel, c'est facile. Ah, c'est les chances de top. Ok, pardon. Faire un top au CDF, ça va lui donner du crédit à vie. Avec un deck tier 2 en allemand, il va pouvoir gagner facilement les premières rounds. Point fort, il a des clés de tous les pays et les tech cards comme DD Designator, il sait tout jouer. Point faible, il a un seul top en major. Top 16 au Dartmark avec Evil Twin Running Sprite. Il a le syndrome Vincent Amouche. Une fois en top, ça perd direct. C'est dur de dire ça parce que c'est même pas le cas pour Vincent qui, pour le coup, bah, il me semble que dans les 2 fois où il est rentré en top cut, là récemment, il a passé la première round. En tout cas, au YCS League, je sais qu'il a passé la première round dans mes souvenirs. Donc c'est dur de dire ça. Joshua Schmidt. Il a plus de top YCS que toute la salle réunie. Je réfléchis, attends, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais ça se joue à rien. Ça se joue à rien, mais c'est pas vrai. Autant de victoires YCS que toute la salle réunie. Ça, je pense, c'est même plus. Il a demandé à ses amis allemands où c'est facile le top. On lui a dit qu'en France, on leur a pris le CDF et les Open. Aïe, 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 aïe. Il manque plus qu'un titre de champion national, donc il vient le prendre chez nous. Il n'a qu'un titre de vice-champion en Allemagne. Point fort, ses adversaires vont trembler dès qu'ils vont voir son nom sur Neuron et avec son expérience, il saura gérer le temps et demander la traduction des cartes en allemand. Point faible, comme ça, YCS, comme mon YCS Adekli sera connu le vendredi à 19h, il y a déjà des joueurs qui savent ce qu'il va jouer. Ça, c'est. Vous avez peut-être pas la ref, mais c'est parce que plusieurs fois dans des YCS, la liste de Schmidt a leak. Et donc, c'est une petite ref à ça. Et puis, c'est vrai qu'indépendamment de ça, les gens s'intéressent beaucoup à ce qu'il joue, bien sûr. Alexandre Xu, un pur produit de la formation Epita. Sur les 6 derniers tournois, il a fait 6 tops avec un top 32 en YCS. C'est vrai. Il a fait une grande pause car le format lui plaisait pas. Depuis son retour, il a pris beaucoup de points pour les Worlds. Son objectif est de faire les playoffs car on lui a dit qu'il n'avait aucune chance en faisant une demi-saison. C'est pas vrai, il y a beaucoup de gens qui finissent par faire les playoffs en faisant quasiment une demi-saison. Et il peut y arriver. Point fort, il joue contre les zinzins d'Epita donc son deck peut jouer sous Protoss. Ah, c'est un point fort. Hein. Point faible, il perd tous ses moyens en feature match. Le dernier qu'il a fait lui a fait faire 3 fois la même erreur. Les feature match, vous, ça vous stresse ou pas? Est-ce que ça vous stresse, vous, les feature match? Dès que tu vas jouer, je sais pas lequel, mais la méta est beaucoup plus longue que ça. Il y a un autre poste pour le CD. Une autre wave de place pour le CD. Je pense pas, les gars, je pense pas. Terrifié. Non, moi je me fais cuisiner en feature match. À ce point-là?
Non, les feature match, les gars, il faut de toute manière vous dire que vous aurez le premier un bout d'un moment, et quitte à ce qu'il arrive, autant qu'il n'arrive pas dans une échéance importante. En fait, le problème, c'est que les gens ne veulent pas passer en feature alors que ça boosterait grave la compétitivité du jeu. Je parle même des bons joueurs, tu vois. Il y a plein de bons joueurs, quand moi je stream des events ou quoi, qui refusent le feature match. Et ils refusent pas, genre, mon feature match, ils refusent les feature match. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est dommage. Mathieu, il a une vision du jeu super saine, je trouve. Et il a l'air assez content du format en ce moment. La BAN n'a pas réglé les problèmes des sorties dans Aline selon lui. Il y avait de quoi se plaindre quand même par rapport au prix du DDEG cette année. Entre l'Impulse et les Charmy, ça peine bien niveau thune. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. C'est le 1er juillet la dernière salve pour le CDE. Ah, ok. 1er juillet, les gars, pour vos places au CDE. Genre toi, round 1. C'est impressionnant, mais après une ou deux fois, ça va. Bien sûr, oui. Les gars, faut pas avoir peur. Hein. Feature match, ça n'oubliez pas que de la même manière que quand vous consommez un feature match, les gens ne retiennent pas, quoi. C'est-à-dire que, hormis vous, vos potes, personne va consommer le truc avec passion particulièrement. Hormis si c'est un match très important. Donc faut pas avoir peur du regard des gens. C'est comme quand tu sors dans la rue, tu vois, les gens ils te voient, mais ils t'oublient derrière, c'est la même chose, quoi. Gabriel Huart. Lors du dernier mercato, son équipe a même payé les billets de train pour l'envoyer à Paris. Chaque année, son ancienne équipe me demandait de le mettre dans les favoris du CDF, mais il n'avait aucun résultat. Cette année, il a passé un cap. Il est passé des derniers du CDE à 3ème au playoff. Point fort, il a fait des performances à tous les tournois de plus de 500 joueurs. Point faible, il passe plus de temps à boire qu'à faire ses decklists. Ok. Ah, vous êtes méchant, putain. Kaiser. Il y a un truc sur Kaiser. Mais pourquoi il y a Kaiser dans ce truc? C'est impossible. Je sais même pas comment Nadir et Kaiser se connaissent. Je comprends même pas. C'est un multivers là. C'est. Là, c'est Spider-Man dans. Comment ça s'appelle, putain? Dans Fortnite là. C'est vraiment ça. Tout le monde connaît Kaiser, non? Je sais pas, moi, pour moi, non. On dit que t'aimes pas donner des carrières à des joueurs, mais Gab a donné des carrières à Junior, Dorian, Victor et Kaiser. Victor? Victor le Judge? Wesh. Bon, les gars, ce n'est pas vrai, évidemment. Tous ces joueurs-là se débrouillent évidemment très bien tout seuls. En donnant sa decklist, il a fait top 16 au CDE. Peu importe. C'est la meilleure performance d'un streamer. Ah, c'est un streamer! C'est vrai, c'est le meilleur streamer du monde au niveau Yugi. Il a battu Volt, top 32 CDF. Ses adversaires ont été surpris par son gameplay, car il avait des combos désirés à partir de Snake Eye plus Diable qui finissent par un terrain que personne n'a jamais vu. C'est vrai que Kaiser, les gars, lors de son top Europe, on l'a peut-être jamais dit, mais en tout cas, round 1, il ne savait pas loop. Après, au fur et à mesure, il a dû apprendre, mais round 1, il savait pas loop. On espère qu'il fera top pour la mise à jour de la tier list des streamers. Ah si, top, il fait une mise à jour. Ok. Il joue sa qualification C2 sur ce tournoi. Point fort. C'est abusé, c'est abusé. Point faible, s'il apprend les combos, il ne fera pas top. Au pire, s'il fait 0-3 drop, il ira au Time Wizard avec Blackwing. Ça, c'est vrai que je pense que c'est son plan, les gars. C'est son vrai plan. 30% de chance de top, c'est abusé. Mais ok. Louis, a.k.a. Théromique. L'an dernier, il était à 8-1 au CDF, pas loin du top. Après un deck check, il a utilisé la technique Head Judge de Clermont-Ferrand drop pour ne pas prendre de sanctions. C'est vrai que je sais pas exactement quelle est cette histoire, mais c'est pas faux. Cette année, il a dépensé 10 000 euros pour faire une formation. Si cette formation marche, il fera top au CDF. Il joue sa vie professionnelle sur ce tournoi. C'est des bâtards. Point fort, il connaît tous les decks et peut vous dire pourquoi ce deck est nul. Point faible, a-t-il pris un module sur comment sleeve son deck, sinon il va encore drop à 8-1. C'est terrible. Karim, Matisse. Cette année, il a trouvé un sponsor arbitre pour lui passer son deck. Et avec les cartes, il arrive à top. Le sponsor arbitre, nouvelle méta. S'il ne fait pas de soirée la veille avec UART, il fera top. Lors du CDF à Lille, il a fait une soirée. Et il a fait Lille-Paris en 4 jours. Il a dormi 3 jours dans une aire de repos. J'étais pas au courant de cette histoire, mais c'est très sombre. C'est très très sombre. Je sais même pas si vous savez qui c'est Matisse comme ça sans photo, les gars. Vous savez ou pas? Point fort, Damien et son coach Yu-Gi-Oh! Et de vie, il lui a appris à jouer et à ne pas vivre dans sa voiture. C'est des bâtards. Ils le font passer pour SDF. Point faible, il est de Saint-Etienne, il est obligé d'aller à Lyon pour jouer en local. Ouf. Et ça me fait extrêmement plaisir de savoir ça, les gars. Et j'espère que c'est vrai. Mathis est trop gentil. Ouais, Mathis est super gentil. Super gentil. Soel, a.k.a. Supernova.
Inconnu l'an dernier, il a réussi à faire des performances avec Tempai, puis avec Ryzil. Depuis un deck check lors d'un WCQ où il avait une carte de trop en extra deck, il ne fait plus de résultats. Oh, c'est des menteurs. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Mais c'est vrai que il s'est fait deck check à la WCQ et ce con, il avait oublié d'enlever son extra deck de test en gros. C'est fou. C'est incroyable. Cette histoire est folle. Mais non, il y a eu le WCQ Mulhouse entre temps. Il était dans la team OG Snow. D'habitude, les gens changent de team après avoir gagné un CDF. Lui, il a décidé de partir avant pour avoir une prime à la signature avant avec sa prochaine team. Point fort, il est imbu de lui-même, c'est la marque des grands champions. Point faible, à chaque fois qu'il a parlé, il a flop. Non, ni l'un ni l'autre. C'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. Damien Valla. Comme il est au chômage, il a décidé de se consacrer à Yu-Gi-Oh! Je sais pas si. Peu importe. C'est un combo qui marche. Tu peux faire tous les déplacements car tu ne travailles pas le lundi. Lui aussi, il a un sponsor arbitre. Des équipes souhaitent le recruter après le CDF. S'il top, est-ce que ce sera la fin de son aventure à la Blossom? Point fort, avec Malice, il a pris tous ses points. Le CDF et son format. Point faible, il n'a joué qu'un seul deck cette saison et il est de Lyon. C'est un point faible d'être de Lyon. C'est des bâtards. Ludovic Lefebvre. 80%. Il était connu pour la couleur de ses cheveux. Il est à présent connu comme étant un bon joueur de la scène française. Il a juste à top aux France pour assurer sa place au playoff. On dit de lui qu'il joue des decks no-brain, mais quand d'autres les jouent, il ne top pas. Il a tout dit. Point fort, il n'a pas eu besoin de faire plein de tournois pour prendre des points en playoff, super régulier lors de cette saison. C'est vrai. Point faible, il fait beaucoup de call jet lors de ses tournois. Il a besoin d'une formation ruling et slow play. C'est dingue. C'est dingue. Ah, il y en a encore. Mais non, ça s'arrête jamais. Il s'est donné, le frérot. Super Zulu. En 2018, il faisait partie des 4 fantastiques avec David Lafarge, Xari et Doc7. Qui se rappelle de cette époque? Qui jouait à cette époque? Chaque CDF, on en perd un. Il est le dernier survivant de cette équipe de streamers qui était venu pour gagner CDF. Il est le seul qui a évolué et qui s'est entraîné ce mois-ci avec la crème des joueurs Yu-Gi-Oh! Vince, Barcode, Mathieu, Teromic, Franck. Il a joué un deck où il peut jouer 3 pièges harpies. C'est vrai! C'est vrai, c'est vrai. Mitsurasi, ça joue des pièges harpies, c'est incroyable. En cas de top cette année, Konami prévoit de diffuser tous ses matchs de top en stream. C'est le joueur le plus connu de la salle. Point fort, il s'entraîne depuis des mois à ce tournoi. Ça change des autres années. Point faible, il est capable de changer de deck la veille du tournoi pour jouer son Primite Harpie. Ilias. L'an dernier, il a fait sa première performance en faisant top au national belge. Son manque d'expérience fait qu'il s'est fait avoir par un adversaire qu'il devrait slow play. Cette saison, il décide de faire la course au point. On lui a dit que c'était mort, et avec 3 tops de suite, il a réussi à se placer. Point fort, il est sous pression pour ce CDF. Il doit faire top, c'est à ce moment-là qu'il est bon. Ah ouais, en mode, en mode il agit bien sous la pression. Point faible dans son équipe, ça joue Dino, Flunder, Purly et Umi Control. C'est pas top pour s'entraîner. Il doit motiver son équipe pour playtest car c'est le seul qui a un objectif pour CDF. Tous les jours, il doit envoyer des messages. Allez les gars, on joue ce soir. C'est dur parce que c'est des petites vérités et transformées en des gros mensonges. C'est ça qui est beau. Dans un monde normal, avec 3 tops en YCS, tu dois être premier au classement. Noël. Mais le système est mal fait. Une personne qui va nous faire tous les WCQ de la saison avec un taux de victoire de 30%, ça suffit pour passer devant Noël. C'est vrai. Point fort sur les tournois de plus de 2000 joueurs, il a toujours fait au moins top 16. Point faible, il perd contre des joueurs qui font 0-3 en local. En WCQ, j'ai vu perdre contre un deck 60 cartes où la personne jouait 5 archétypes différents. Ouais, mais attends, parce que si c'est Edouard, ça compte pas. Si c'est Edouard, ça compte pas. Mais Noël, effectivement, il devrait être qualifié d'office au playoff. Akan. Ouh, il y a Akan. Ouh, oh là là. Merci. Après le CDF 2024, il avait envie d'arrêter car Barcode avait fait mieux que lui. C'était le seul joueur de l'équipe à ne pas avoir fait short. Mais comment il est au courant de ça? Comment il est au courant de ça? Après 6 mois de dépression, il s'est remis au jeu et a pris beaucoup de points. S'il gagne le CDF, il peut voler une place en playoff. Non. Point fort, vu qu'il est turc, c'est possible de gagner le France, car maintenant les Français ne gagnent pas chez eux. Oh. Point faible sur les 20 derniers matchs en système paille, il a perdu les 20. Ça va, il a pas assez d'infos sur Akan pour lui faire la salsa. Donc c'est bon. Akan, c'est dur, frère, c'est dur. Mais franchement, ça va. 60%, moi je trouve que c'est une bonne cote. Après, les KO60, ça se vole toujours des games. Oui, c'est vrai que quand tu joues contre des comme ça, t'as toujours peur. Ok, non, bah c'était sympa. Bah, c'est toujours marrant, les gars. Nadir, il aime bien rigoler comme ça. Et franchement, c'était pas mal. Il y a des gens qui manquent, je pense. Il manque des gens. Il y a personne de la BCP dans ça? C'est quoi, ils ont refusé la mention? Il n'y a pas Guillaume Marron. Il n'y a pas Vincent Hamouche. Il n'y a pas Lucas Lancelot. Il y a personne. En mode, il y a des noms, il peut pas les dire, je crois. C'est ça? Il n'y a pas Samir. C'est vrai, il n'y a pas Samir. Peut-être il y a un autre poste que j'ai pas vu. Il a là les insiders, peut-être c'est Fabrizio Romano. C'est vrai qu'il a là les insiders, c'est fou. C'est fou.
Désolé, je t'ai ruiné ton CDF 2024. Mais non! Comment ça? C'est toi qui l'as affronté avec Runic, non, avec, comment il s'appelle? Furailleur? Me dis pas que c'est toi qui l'as affronté avec Furailleur, s'il te plaît. Je me rappelle plus. Marron et peur, j'ai... Non, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a pas les gens de la BCP, mais il devrait. Furailleur, oui. Mais c'est fou! C'est fou! Akan, ton ennemi, il est dans le chat là maintenant. Sache que, mec, j'ai entendu parler de toi, hein. C'est dingue, hein. C'est dingue. Est-ce que vous avez des points que vous voulez aborder par rapport au CDF, les gars? Parce qu'une fois que ce stream s'arrête, on s'arrête définitivement. Je te hais! S'il vous plaît, au CDF, on fait une poignée de main. Et je le tweet. S'il vous plaît, on fait une poignée de main. Le pardon, c'est important à Cannes. Dans la vie, c'est important. À ce qui paraît, lors de ce CDF, est-ce que tu peux me confirmer, Steelfield? Il jouait Snake Eye, il a pris un Ghost Ogre avec Folgo sur le terrain, et Folgo a pioché 3 cartes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On m'a raconté que il y avait un Folgo sans moyen de détruire, et là tout d'un coup Ghost Ogre pioche 3. C'est vrai ou c'est pas... C'est vrai? Akan, je suis désolé frère, c'est fou. Il a dû porter le maillot de l'OM là-bas le jour 2 à Cannes. Il n'y a pas de preuves, en tout cas pas publiquement, mais ouais, peut-être. Smatek Ghost Ogre, c'est la meilleure entrap dans Furailleur. tu joues Furailleur ou pas cette année au CDF? S'il vous plaît les gars, une poignée de main, juste une poignée de main. Ce serait incroyable. La photo serait folle. C'est des histoires comme ça qu'il faut raconter dans Yu-Gi-Oh! Il y en a pas assez en France, c'est malheureux. En tout cas, belle tech card. Hein. Il s'est fait équiser, ouais, c'est ça, c'est ça. La réconciliation. Il faudrait. Faut build un bon karma. Je pense pas que ça va changer grand-chose, mais en tout cas, dans l'esprit, vaut mieux oublier ce genre de petits trucs-là. Non, le format est trop violent. Mais ça me rend malheureux, ça faisait 5 ans que je jouais le deck. Bah, c'est comme ça, hein. Le pire, je comprenais ce qu'il se passe. C'est vrai. Il a beaucoup joué Furailleur à Kanye. Joué Furailleur unique. Et en fait, quand il se prend le Ghost Ogre, c'est pas le Ghost Ogre que tout le monde se prend. Et après, derrière, effet Folgo, et tu lis, et là, tu réalises, non, c'est le... c'est le Ghost Ogre où quand il est défaussé, tu réalises tout de suite, il y a tout qui se passe dans ta tête au même moment. Tout apparaît, et c'est foutu. C'est pioche 3, c'est fini. La game est finie. Il sait direct, et tu regardes toutes tes cartes, mais il n'y a rien à faire. C'est verrouillé. Cette histoire, combien de fois il m'en a parlé? C'est... Pronostic sur Thibaut Pelco au CDF. Top. Top, je pense. S'il a un bon deck, s'il le joue bien et qu'il... Je sais pas, parce qu'on s'est pas beaucoup préparé ensemble, parce qu'on joue pas la même chose. Mais il a un bon deck, et j'ai l'impression qu'ils ont fait les choses correctement, donc ça devrait passer. Le monde devient flou. Ouais, le monde devient flou, exactement. En mode, oh putain, exactement. Tu prends des dommages IRL. Je te jure, c'est vraiment grave. C'est vraiment hard. Pire, je comprenais ce qu'il se passe. En fait, vous lisez le... vous lisez le chat. Mais moi, je le lis avec sa voix dans ma tête. Gab, t'as d'autres anecdotes des CDF des années précédentes? Mais les gars, il y a trop de trucs dont je sais pas si je peux parler ou pas, mais il y a trop d'histoires. Il y a trop d'histoires, de petites histoires marrantes comme ça. Mais le truc, c'est que c'est des gens qui sont pas des personnes publiques. C'est compliqué pour moi d'en parler. Peut-être ils veulent pas, etc. Mais cette année, si vous voulez, lorsqu'il arrivera des choses, j'essaierai de m'en souvenir et de demander s'ils sont OK pour que je les raconte IRL. Enfin, que je les raconte en live. Et s'ils sont OK, je vous raconterai des petites histoires parce qu'il y en a pas mal. Mais en tout cas, moi, je veux mettre Nadir dans la sauce sur un point, les gars, parce qu'il aime bien nous mettre dans la sauce avec ces petits trucs là, ces petits paragraphes là. C'est que bizarrement, il n'y a aucun joueur de la BCP dedans. Bizarrement. Bizarrement. Il y a des judges qui ont des affiliations bizarres, les gars, hein, moi je trouve. Hein. Là, sur Engine, c'était quand même bien drôle comme anecdote. Ah, là, sur Engine, c'est fou. Je me disais que ça pourrait être marrant d'avoir les histoires. Ouais, ouais, ouais. Parlons de team. Non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. On peut pas. Les gars, si vous avez des points à aborder pour le CF, des questions, c'est le dernier moment et après je vais y aller. Et je vous tiendrai au courant sur Twitter, principalement des... Si je dois échanger, en tout cas, ce sera sur Twitter, que ce soit en MP
ou en tweetant des points, notamment notre résultat au 3v3. On a une super team lors du 3v3. Donc tous ceux qui tomberont sur nous au 3v3, vous n'avez aucune chance. Littéralement, vous n'avez aucune chance. Donc bonne chance à vous si vous tombez contre nous au 3 versus 3. Notre team est invincible pour de vrai. L'année dernière, notre team c'était Tristan, Akan, moi, et on était premier degré invincible. Premier degré invincible l'année dernière. Cette année, Tristan a beaucoup moins train et il n'était pas sûr de faire le 3v3. Du coup, on a remplacé Tristan par Colin. Vous pensez que c'est un downgrade, mais moi je vous le dis, Colin, il est difficile à battre à Yu-Gi-Oh! Il est difficile à vivre à Yu-Gi-Oh! Déjà, et il est difficile à battre. Donc je n'ai aucun doute que notre équipe va tout niquer. La BCB a battu le PSG en finale de LDC, c'est pour ça. Hein? Est-ce qu'on peut considérer les Charmy comme de l'engine un peu à la manière de fantasmer dans le deck building? Bof, parce que comme ça met pas de body, il n'y a pas de body présence, donc souvent c'est en ça que fantasmer est considéré comme l'engine. Après le fait que ça pioche des cartes, piocher c'est pas une garantie d'avoir de l'engine, surtout post-side quand tu passes à un peu d'engine, donc bof. En théorie peut-être, mais sinon non. Tu crois c'est jouable le deck du égyptien? C'est le seul deck qui peut jouer purge et impulse. Peut-être. C'est con qu'on doit verrouiller la decklist pour le CDF. J'en ai aucune idée, mais renseigne-toi bien. Je sais pas du tout pour l'instant, perso. 3v3, je sors mon deck burn, FTK, bonne chance. Pas de problème, on t'envoie Colin, mec. Force à tous ceux qui font le CDF. Ok, bah les gars, si vous avez plus rien à demander et qu'on a traité un peu tout et qu'on a bien rigolé, etc. J'espère que les streams d'entre la semaine dernière et cette semaine ont pu vous aider un minimum, que ce soit pour rigoler ou même par rapport à votre CDF. Voilà, je sais que c'est pas grand chose, mais moi ça m'a fait plaisir de le faire avec vous quand même. Et je vous souhaite à tous bonne chance, mais surtout, n'oubliez pas que c'est des moments avec des potes ou avec de la famille, pour ceux qui y vont, je sais qu'il y en a qui vont limite avec leurs enfants, ça arrive, etc. C'est des moments qu'on n'oublie jamais et qu'il faut vivre à 100% parce qu'on n'a pas toujours le temps dans notre vie d'aller à des events, d'y aller avec ces potes-là. Peut-être ces potes-là, ils joueront plus après, peut-être l'année prochaine, ça se fera pas. Yu-Gi-Oh! On est déjà passé à côté d'un moment où ça a failli disparaître, donc on n'est jamais à l'abri de rien. Donc profitez-en un maximum, vivez un bon week-end, et si on se croise là-bas et que vous voulez dire bonjour, c'est avec plaisir. Et voilà. J'ai déjà envoyé mon adresse pour la Gen Card du 3v3. C'est vraiment une Gen Card? C'est dingue. On a bien rigolé, peu appris, c'est cool, vive à Cannes. Ouais, là aujourd'hui on a peu appris, c'est clair. L'année dernière j'y étais avec mon frangin, c'était incroyable. Bah voilà, exactement. Force à vous les gars, prenez soin de vous et on s'attrape sur Twitter pour le review du 3v3, c'est vendredi soir. A plus, ciao, merci d'être passé. A plus les gars. Bonne chance pour votre CDF.